Parce que moi, si je me lève le matin, c'est pour changer le monde, c'est pour le rendre meilleur. Tout le monde me disait, on s'en fout de ta monnaie, ça vaut rien, ça sert à rien. Aujourd'hui, on me paie pour enseigner ça dans l'école supérieure. Donc, si vous aimez vos enfants, formez-les à la blockchain. C'est même pas l'avenir, c'est le présent. Le système bancaire, c'est le moins pire des systèmes quand on a vu tous les autres. C'est quoi qu'il arrive, un système qui est quand même fragile, mais rien n'est infaillible. Salut Romain, merci d'être là sur le podcast Investipreneur. Donc dans un premier temps, si ça te va, je vais essayer de te présenter. Ensuite, on reviendra, je te poserai quelques questions sur ton parcours et ensuite on parlera de diverses questions sur plus actionnables, on va dire, pour nos auditeurs. Alors Romain, tu as 37 ans, tu es lillois. À 18 ans, tu commences à trader tout en étant étudiant puis infirmier pendant 8 ans. Au fil de ces années, tu vois le système de santé se dégrader, tu commences à t'intéresser au système financier dans les hôpitaux. Avec un petit peu de culot, tu deviens commercial santé, poste auquel on t'avait pourtant dit que tu n'avais rien à y faire en tant que en tant qu'infirmier, pardon. C'est ça, ouais. Entre-temps, tu investis notamment dans la biotech et dans certaines small caps. Et en 2016-2017, le Bitcoin entre dans ton radar. Tu m'as parlé au téléphone d'un coup de foudre technologique. Exactement. Ensuite, le hasard de la vie fait qu'on te propose d'entrer sur un projet crypto en tant que directeur commercial. Et c'est à ce moment-là que tu te formes vraiment de ton côté, tout ce qui va être Web3, gros hacking, levée de fonds, etc. Et au fil des années, tu décides de quitter cette boîte et de te lancer avec ton associé pour créer une agence Web3 qui devient ensuite un incubateur puis un hub Web3. Tu es également formateur, conférencier dans les écoles, conférencier TEDx et plus récemment, tu es devenu CMO et cofondateur de Tyrock, une plateforme dans l'immobilier qui révolutionne l'expérience acquéreur, vendeur et investisseur sans intermédiaire bancaire. Quel parcours! Ouais, merci. Ça va, je t'ai bien présenté. Ouais, écoute, ça ouais, va. c'est ça, c'est carré, c'est bien résumé. On peut dire que tu es un early adopter du Bitcoin. Enfin, après, early, il y a toujours plus Oui, early, il y a toujours plus early, tardif. forcément. Moi, j'ai des copains à moi qui ont miné du Bitcoin en 2011, en Ah oui. 2012, donc même encore plus tôt d'ailleurs, j'en connais un qui a commencé même, je crois même 2010. Il y a Ah oui. toujours plus tôt, il y a toujours plus Oui, tard. forcément. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est c'est à quel moment donné tu es full time. C'est-à-dire à quel moment donné vraiment tu builds, tu es vraiment du matin au soir, même le week-end, tu rêves de NFT, tu rêves de blockchain. Donc moi, c'est vraiment en 2019 que qu'il y a eu le virage et où je me suis vraiment mis à fond de balle sur ce sujet-là. Même si c'est en 2016-2017 que je m'y suis intéressé. Après, moi, je te dis, j'en connais voilà, qui étaient là plus tôt, il y en a qui étaient là plus tard. Après, effectivement, tu es toujours plus early que Oui. ceux qui arrivent En du 2020. bull run d'après. Mais voilà, enfin moi, c'est avant toute chose, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est les cas d'usage. Je suis là vraiment pour la tech. C'est ce qui me définit ici, qui définit vraiment. Pour tout te dire, tu vois, on me dit ouais, le Bitcoin, ça monte, ça baisse. Ça va m'impacter indirectement sur mon business parce que les cycles haussiers et baissiers du Bitcoin, ça va impacter forcément ce qui se passe au niveau des startups blockchain. Mais moi, mon vrai plaisir, c'est la tech, quoi. C'est à quoi ça sert et surtout comment demain la blockchain va rentrer dans notre quotidien. Et moi, c'est vraiment mon focus dans des conférences, dans les cours que je donne en école supérieure, aussi dans l'accompagnement de projets sur la mine. C'est vraiment, on est en mode tech for good, quoi. À quel moment donné ces technologies-là, en fait, vont apporter un bénéfice. C'est ça qui t'a plu directement sur le Bitcoin ou... Ouais, en fait, si tu veux, je reviens un petit peu, on fait un petit peu un rétro flashback. Moi, j'ai travaillé pendant pas mal d'années, effectivement, dans le milieu de la santé, même si déjà à l'époque, j'étais déjà un train extraterrestre et j'étais déjà un mec à part. Et si tu veux, je voyais de service en service, il y avait manque de moyens humains, manque de moyens financiers. Je me correspondais plus, ça correspondait plus à mes valeurs humaines, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire j'ai pas forcément l'envie d'être ministre de la Santé. Je peux pas changer les choses de tout en haut, donc qu'est-ce que je peux faire? J'avais l'impression d'être un rouage d'un système qui me correspondait plus. Et à ce moment donné-là, je me suis dit, ok, mais pourquoi ça marche plus l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je me suis intéressé à ce qu'on appelait à l'époque, à ce qu'on appelle d'ailleurs toujours la T2A, donc la tarification à l'acte. C'est, si tu veux, un système qui permet de tarifer finalement le parcours de santé. Et du coup, en fait, je me suis dit, ok, le problème, c'est l'argent. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi l'argent? C'est quoi la monnaie? Pourquoi un jour, on est passé du troc? Bon, d'ailleurs, c'est assez documenté. Il y en a qui disent, bon, on n'est pas passé du troc à l'argent. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Mais du coup, j'ai voulu comprendre voilà, comment on a créé un jour de la monnaie, comment un jour, on a créé un bout de papier. On a dit, ça, c'est de l'argent. Comment fonctionne la macroéconomie, comment fonctionnent les banques centrales, les politiques d'inflation, de quantitative easing. Et voilà, je me suis passionné sur ces sujets un peu monétaires. Puis entre guillemets, j'ai découvert un peu le poteau rose. Je me suis dit, système financier, finalement, pas très beau, quoi. Enfin, en tout cas, il n'est pas très équitable. Et donc, tu vois, je viens d'un milieu de la santé qui n'était pas équitable. Je comprends que finalement, la problématique, elle est encore moins équitable. Et c'est là où, effectivement, en 2016-2017, je découvre le Bitcoin. Et là, en fait, j'ai d'un côté
une monnaie fiat, donc une monnaie euro ou dollar ou ce que tu veux, avec une total supply, c'est-à-dire une quantité illimitée. Donc on peut imprimer Ok. de la monnaie Monopoly, j'ai envie de te dire, et on imprime de plus en plus de monnaie Monopoly, il y a de plus en plus d'inflation. Bon, je vulgarise, hein, même si c'est plus complexe que Ouais. ça. S'il y a des économistes qui nous écoutent ou qui nous regardent, ils vont peut-être me taper dessus, mais voilà, au niveau global, c'est ça. Et puis d'un autre côté, je vois le Bitcoin, total supply illimité. C'est-à-dire, tu as 21 millions au total, tu n'en auras jamais un de plus. Donc c'est une monnaie qui est rare. Et du coup, je me suis dit, bah ok, peut-être qu'on a là la solution à tous nos maux. Et du coup, j'ai passé des nuits blanches en grand désarroi de mon ex de l'époque. Tu vois, je suis le genre de mec très curieux et c'est ça aussi qui m'anime et c'est mon côté autodidacte. Je suis capable de passer de la géopolitique à m'intéresser à la mécanique quantique ou l'aviation dans la Seconde Guerre mondiale en Asie-Pacifique, tu vois. Et puis là, bah, j'avais un nouveau marronnier, je m'intéressais au Bitcoin, la monnaie des terroristes, la monnaie de Ouais. l'Internet, enfin tous les préjugés de l'époque. Et je me suis vraiment passionné comme un dingue là-dessus. Et c'est à partir de 2019, j'ai commencé à publier à l'époque sur LinkedIn pour vulgariser ces sujets. J'avais quoi, 15 abonnés, dont ma cousine et ma mère. Hmm. Tout le monde me disait, on s'en fout de ta monnaie, ça vaut rien, ça sert à rien. Et puis, ben, aujourd'hui, ben, on me paie pour enseigner ça dans l'école supérieure. Donc, Ouais, preuve que il y a du chemin de parcouru. c'est dingue. Et donc, tu crois tellement que tu lances une agence Web3. Quels sont les services que vous proposez au début dans cette agence? Bah, si tu veux, aujourd'hui, au départ, on est rentré vraiment avec humilité, vraiment avec la pointe des pieds, en se disant, bon, on a appris pas mal de choses dans le milieu des startups blockchain, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut peut-être moins faire. Et on s'est dit, ben, à l'époque, on n'était pas chaud pour lancer un projet pour multiples raisons. On s'est dit, ben, on peut peut-être apporter de la valeur. Et du coup, au départ, on a commencé fait vraiment accompagner des projets pro bono, donc gratos, juste pour voir si ce qu'on disait avait de la valeur. Et puis, bah, en fait, on était en mode test and learn, on apprend en marchant. On a proposé à certains porteurs de projets de leur dire, bah écoute, on va apprendre en même temps que toi à t'accompagner et on va te faire un pricing adapté, un pricing tranquille. Et puis, bah, une chose en menant une autre, on s'est rendu compte que on apportait de la valeur à des porteurs de projets. Puis bah, on s'est dit, bah, on va commencer à se lancer. Et après, petit à petit, en avançant, on a commencé à avoir des retours, des personnes qui nous disaient, bah, en fait, vous êtes un incubateur Web3, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Au bout d'un moment, on se regarde avec mon associé Éloi et on se dit, mais on est quand même des marketeurs, quoi. Enfin, à la base, tu vois, on est dans le marketing, enfin, pas que, mais le marketing, c'est quand même une de nos verticales. Le marché a toujours raison. Donc, si on nous dit qu'on est un incubateur, c'est peut-être qu'on en est un, et on s'est lancé comme ça, comme un incubateur. Et puis après, les choses ont évolué, on a effectué plusieurs rebrandings, on a testé notre marché, on a une grosse période de foisonnement, et là, on a une période de segmentation. Et là, bah, du coup, notre site web a été refondu là, juste pour l'événement CryptoXer de la semaine dernière. Donc là, le site web, il est tout neuf. Et là, on se qualifie plus comme un hub New Tech avec deux grandes verticales. Un, la verticale structuring. Donc le structuring, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est structurer des startups ou des PME. Ça veut dire accompagner à la levée de fonds, habiller la mariée, rendre un pitch deck sexy, avoir une data room avec le business plan, le prévisionnel financier, enfin avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir se préparer à la levée de fonds. C'est-à-dire préparer la roadmap financière, préparer l'onboarding. Quand tu passes de 3 à 15 collaborateurs, est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que tu as des process? Est-ce que tu as des outils nécessaires? Comment tu prépares ton go-to-market? Enfin, voilà, c'est vraiment tous ces enjeux-là. Donc, à la fois, effectivement, pour des startups, ça n'a pas bougé. Mais la nouveauté, c'est qu'aussi, maintenant, on commence à accompagner des PME ou potentiellement des grands groupes et de la formation. Donc, on fait aussi maintenant de la formation professionnelle pour accompagner justement ces porteurs de projets ou ces entrepreneurs. Ok, on va revenir un peu sur les termes que tu dis. Agence, incubateur, hub, c'est un peu flou. Ça peut être flou pour certaines personnes. Au début, vous vous positionnez comme une agence Web3. C'est quoi la différence pour toi entre une agence 2+1 et une agence 3 comme vous essayez enfin, comme vous le montrez sur votre site web? Bah déjà le Web3, c'est un mot un peu fourre-tout, clairement. Au départ, on l'avait assumé ce mot-clé Web3 parce que c'était un mot-clé qui englobait un peu toutes les choses. Mais finalement, tu as un projet blockchain où il n'y a pas de crypto-monnaie, où c'est un projet, par exemple, pour la logistique qui permet de faire la traçabilité de conteneurs ou de produits pharmaceutiques ou de la livraison. C'est pas du tout la même chose que une collection d'NFT, c'est pas du tout la même chose que de la DeFi.
Donc tu vois, c'est un mot un peu fourre-tout, c'est la raison pour laquelle justement le mot-clé Web3, on s'en éloigne un petit peu. Ok. Et donc finalement, j'aime bien ce que tu me dis, le 2 plus 1, parce que c'est vrai qu'on a une de nos taglines sur notre site, c'est Web3 is not Web2 plus 1, C'est ça. parce que finalement, t'as beaucoup à boire et à manger quand même dans l'écosystème, faut le dire. Parce que c'est un secteur qui est quand même assez émergent, c'est un secteur qui est encore très jeune. Et bah, c'est quand même assez difficile quand tu es porteur de projet de s'y retrouver entre les experts autoproclamés, des agences diverses et variées. Et du coup, nous, on avait vraiment aussi cette volonté-là, dans cette jungle un peu, d'être aussi un peu, comment dire, une entreprise qui puisse aussi dispatcher avec les meilleurs experts. Donc on s'est entouré de partenaires, que ce soit des avocats, des leveurs de fonds, que ce soit des agences marketing, des agences de communication, etc. Avec vraiment l'idée pour nous, c'est de pouvoir les porteurs de projets qu'on accompagne, vraiment leur ouvrir notre network et pouvoir les recommander pour qu'ils évitent de cramer du cash inutilement. Ok, donc c'est un peu dans cette optique-là que vous partez sur enfin que vous vous rebrandez sur un incubateur et c'est pas du tout un programme immobilier comme on peut le voir sur certains incubateurs, c'est vraiment. Ouais, bah en fait, si tu veux, au départ, le mot-clé incubateur nous convenait bien parce que si tu veux, on était vraiment dans l'idée d'accompagner des projets émergents. Et puis, nous, on se sentait pas forcément au départ à l'aise, tu vois, d'accompagner des projets qui étaient en accélération ou des projets déjà bien installés. On arrivait vraiment avec de l'humilité en se disant, bah, on va voir si on est compétent, tu vois, Hmm. entre guillemets. Et puis, bah, une chose en une autre, on s'est rendu compte qu'on l'était, que, en tout cas, c'est les retours qu'on avait, qu'on apportait de la valeur. Et là, je te dis, la dernière nouveauté, notre branding, c'est plus le hub New Tech. Le hub, ça nous caractérise bien parce que le hub, tu vas y trouver des outils, tu vas y trouver des process, tu vas y trouver des méthodes. On va ouvrir notre network. On a aussi des perks, c'est-à-dire qu'on a des réductions sur tout un tas d'outils partenaires, nos codes, en passant du CRM au Spot, du Notion, des banques Conto, etc. Donc voilà, le hub, ça nous correspond bien, tu vois. Et New Tech, bah, les nouvelles technologies au sens large du terme, parce que maintenant, il y a pas que le Web3, il y a aussi l'intelligence artificielle qui émerge. Le no-code et le gros hacking, c'est pareil, c'est des enjeux que nous on adresse déjà depuis pas mal d'années. Moi, le gros hacking, c'est un sujet qui me passionne depuis pas mal de temps. Donc, New Tech, finalement, ça nous caractérise bien mieux que le mot-clé incubateur Web3 finalement. Ok. Et pour venir un peu sur tout l'aspect blockchain, NFT, etc. Toi, ce qui te motive, c'est vraiment l'aspect technique, l'aspect fonctionnel des choses. C'est pas de créer des singes en NFT. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous accompagnez des projets plutôt mass market, on va dire, qui vont servir à toute la population, ou est-ce que vous pensez que le marché n'est pas assez. Alors, c'est une excellente question. Il y a un sujet, et je vais mettre en parallèle l'intelligence artificielle et la blockchain. La raison pour laquelle l'intelligence artificielle a explosé, bon, l'intelligence artificielle, c'est pas une technologie qui est récente, hein. Oui, Ça oui. fait très longtemps que ça existe, mais ça envahit notre quotidien tant et si bien que Madame Michu, la secrétaire, ça se peut même qu'elle utilise ChatGPT ChatGPT, ouais. aujourd'hui. Et en fait, le gros shift, contrairement à certains pensent, c'est quoi? C'est dans la partie user experience. C'est-à-dire, du jour au lendemain, tu avais une interface très simple avec ChatGPT, tu comprenais directement à quoi ça sert et tu avais directement un usage. Et malheureusement, aujourd'hui, côté blockchain, on manque encore de cas d'usage vraiment mass market et ça commence à émerger, mais on n'a pas encore de cas d'usage finalement qui rentrent dans tous les foyers. C'est en train d'être travaillé, c'est en train d'arriver. Et effectivement, on est en train de travailler avec des projets, dont aussi un dont je suis cofondateur, Tyrock, qui vise vraiment le marché global. Et moi, ce que je dis aussi dans la blockchain, c'est une de mes punchlines que je sors en conférence depuis pas mal de temps et qui a été reprise par d'autres personnes et ça me fait vraiment chaudement plaisir. C'est les meilleurs projets ont une vitrine Web 2 et une cuisine Web 3. Ça veut dire que tu vois, ta grand-mère, ta cousine, ton beau-frère, quelqu'un qui n'en a rien à faire de la blockchain, bah, il va s'enregistrer avec une adresse mail, il va payer en euros. Derrière, c'est de la blockchain, mais il est même pas au courant. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je donne un exemple, c'était d'ailleurs un exemple que je donne dans ma conférence TEDx, et j'invite du coup les auditeurs ou ceux qui nous regardent à aller la voir. C'est que Madame Michu, elle est comptable. Voilà, on met le cadre, on s'imagine Madame Michu, la française moyenne, et elle a eu sa journée, etc. Elle a les bouchons, imaginons elle est sur Paris, elle rentre de Paris. Elle a ses machines, elle a son mari à gérer, etc. Puis elle passe à la supérette, elle prend sa carte bleue, elle la pose et elle se barre.
Et Et à ce moment donné-là, est-ce qu'elle a la notion de toute la technologie sous-jacente? Non. Elle n'a pas sorti elle a pas sorti son chéquier, elle n'a pas à taper un code. C'est simple, c'est efficace. Et pour moi, la blockchain doit tendre vers ça. Et tant qu'on n'aura pas cette expérience utilisateur simplifiée, pour moi, on n'atteindra pas le mass market. Et là, je vois quand même de plus en plus de projets émergents qui commencent à aller dans ce sens-là. Et du coup, je vais là jouer aussi un peu corpo, franchouillard. Je dis souvent, joue là comme Sorare. Pourquoi? Sorare, historiquement, c'est un projet qui est devenu une licorne, donc valorisé à plus d'1 milliard. Et pour moi, la raison, elle est très simple. Et je donne souvent une anecdote qui est réelle. Moi, j'avais des copains qui me disaient, ouais, ta crypto-monnaie, tes NFT, ça sert à rien, on s'en fout. Et du coup, je leur parlais de Sorare. Ils me disent, c'est quoi ton truc? Bah, j'ai c'est des cartes de panier virtuelles. Et c'était des footeux, tu vois, ils adoraient le foot. Ah, c'est génial, etc. C'est intéressant. Ils se sont inscrits avec une adresse mail. 3 mois après, ils m'ont envoyé des messages. Ouais, Romain, j'ai mis 2 000 € dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout? Je dis, ouais, mais frérot, je t'ai jamais dit de mettre 2 000 balles là-dessus. Je dis, attends, je t'ai pas donné de conseils financiers. Et ouais, il me dit, ouais, comment investir, comment machin, et les NFT, je veux apprendre. Et du coup, la réalité, elle est là. En fait, ils sont rentrés dans l'écosystème Web3 par quelque chose de simple, quelque chose d'agréable et quelque chose qui leur parle. Et du coup, après, ils se sont intéressés à la technologie sous-jacente. Et du coup, aujourd'hui, finalement, il y a de plus en plus de projets qui comprennent ces enjeux-là. Et finalement, la blockchain, en fait, elle est derrière, elle est totalement invisible pour oui, l'utilisateur oui, oui. final. Et tu as juste le cas d'usage au quotidien. Oui, bah, c'est ce qu'on apprend en vente en général, mettre en avant les avantages plutôt que la technologie derrière. La proposition de valeur unique. C'est ça. À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Je m'en fous. D'ailleurs, les projets qu'on accompagne dans leur pitch deck, j'ai enlevez-moi les smart contracts, enlevez-moi les NFT, enlevez-moi les mots-clés, on s'en fout. À quoi ça sert? C'est à quoi ça va? Quelle est l'utilisation dans mon quotidien? Le reste, c'est que de la littérature. Ouais, surtout que ça peut faire peur quand on voit des projets NFT, des trucs. Ouais. Et donc, j'ai une petite question. Si demain je me réveille, j'ai un projet crypto ou blockchain ou Web3, je sais pas, je viens vous voir parce que vous accompagnez des gens depuis l'idée, c'est ça? Ouais. Je viens vous voir, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, nous, il y a une des premières choses qui est vraiment super importante pour nous. On travaille avec des humains, pas avec des projets. Ça, c'est factuel. Lillois oblige, tu as cité Lillois. Je dis souvent cette phrase et j'y tiens énormément. Je ne travaille jamais avec des gens avec lesquels j'ai pas envie de trinquer une bière. Ou d'aller manger une bonne bouffe, une carbonade. Allez, restons Lillois. Donc ça, c'est des valeurs qui sont vraiment importantes pour nous. Et tu vois, je vais donner un autre exemple. Tu as le meilleur projet du monde. Mais côté humain, ça ne suit pas. Tu as des personnes qui sont pas capables de se remettre en question. Ils n'ont pas la résilience, ils sont pas capables d'encaisser les coups. On va pas y aller. Par contre, le projet, il est un peu bancal, il a besoin d'amélioration, mais derrière, tu as quelqu'un de passionné, tu as quelqu'un qui est capable de se prendre des coups, d'encaisser, tu as quelqu'un qui est leader, là, on va y aller. Donc ça, c'est déjà la première step. Donc du coup, la première step, c'est simple, c'est prendre rendez-vous. Donc il y a le lien de prise de rendez-vous qui est sur notre site web, ou alors on peut le trouver sur mon LinkedIn. Donc la première step, c'est de prendre rendez-vous. Donc ça passe toujours par moi, parce que du coup, dans la boîte La Mine, du coup, on est deux. Il y a moi qui sont un peu le front-end, c'est-à-dire moi, je suis la face visible de La Mhm. Mine. Il y a Eloi qui est plus en coulisses et je vais pas dire qu'on voit jamais, on le voit en rendez-vous, on le voit en event, mais c'est toujours moi la première tête qu'on voit chez La Mine. Et du coup, en fait, on va commencer par une première demi-heure, par échanger un petit peu sur le why, pourquoi tu veux développer ton projet, quelles sont tes valeurs, etc. Un peu une sorte de pré-audit, un peu comprendre un petit peu les enjeux, à quel step on est du projet. Et en fonction de ça, on va essayer de trouver une offre et une formule adaptée pour ce porteur de projet. Nous, on est vraiment sur de l'artisanat. Tu vois, on n'a pas des packages tout faits, des programmes d'accompagnement, etc. Enfin, si on en a, mais on va vraiment s'adapter en fonction de l'étape du projet. On va pas proposer le même format d'accompagnement de quelqu'un qui a allez, 2 000 € de trésorerie dans sa poche, qui travaille le soir et le week-end et qui a un bout de papier sur lequel il a griffonné un petit peu l'idée de son projet, que quelqu'un qui a déjà 200 000 € de trésorerie, qui a déjà levé des fonds et qui est plus sur un go-to-market. Tu vois, c'est pas du tout les mêmes, Ouais, bien sûr. les mêmes process. Donc vraiment, c'est ça. C'est vraiment, on va d'abord étudier un petit peu où on est le porteur de projet, quels sont les trous dans la raquette, quels sont les enjeux sur lesquels nous on peut l'accompagner. Et puis après, on va du coup faire une proposition afin d'avoir un accompagnement qui est vraiment individualisé. Ok, super intéressant. Moi, c'était justement ma prochaine question, mais tu as répondu. J'avais dit que j'avais bien aimé la valeur que tu apportais justement aux valeurs humaines, et je me demandais si c'était ça ta,
ton drive de sélection, on va dire, dans la mine. Et bon, tu as bien répondu. Ouais, ça joue énormément, il y a ça. Pareil, à notre sujet, je le dis avec sourire parce que ça me fait penser à une amie à moi qui m'a parlé récemment de Total, qui avait un engagement RSE. Donc RSE, responsabilité sociétale, environnementale. Et moi, elle m'a dit ça, j'ai bourdi de ma chaise, quoi. J'ai dit oui, c'est comme si on va coiffer des chauves chez un coiffeur. Enfin, après, voilà, j'ai rien à dire. Enfin, je n'ai pas là pour critiquer Total, mais moi, ça m'a fait bondir. Demain, tu me dis, écoute, Romain, je vais tokeniser le pétrole. Bah merci, mais travaille pas avec moi, ça sert à rien. Moi, je suis vraiment en mode tech for good. Donc, le why aussi, tu vois, quelqu'un qui me dit, écoute, Romain, voilà, enfin, moi, ce qui me motive à me lever le matin, c'est de devenir milliardaire et d'avoir mon yacht. Ok, c'est très bien pour toi, mais moi, j'ai pas envie de travailler avec toi. Tu vois. Par contre, quelqu'un qui me dit, voilà, je veux développer des choses pour les SDF, je veux faire des choses contre le réchauffement climatique, je veux solutionner des enjeux dans l'immobilier, enfin, des choses qui apportent vraiment une valeur ajoutée en ce monde, ça m'intéresse. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est pour moi prédominant, c'est vraiment d'avoir un why puissant et d'avoir vraiment la volonté d'améliorer les choses. Parce que moi, si je me lève le matin, clairement, bon, ça peut apparaître un peu mégalo, mais c'est pour changer le monde, c'est pour le rendre meilleur. Tu vois, j'ai pas quitté le milieu de la santé il y a de ça quelques années, même si pour moi c'est notre vie, pour pourrir la planète, pour devenir un entrepreneur avec les dents longues, qui s'en fout de son impact sur le monde et la planète. Bien au contraire. Moi, voilà, mais ces valeurs ne m'ont pas quitté. Donc, voilà, le why, les valeurs, et en fait, qu'est-ce qui te motive le matin, tu vois. Hier, d'ailleurs, on était en discussion avec un potentiel stagiaire qui voulait nous rejoindre. On lui avait donné, c'est mon associé Éloi qui lui avait donné des cours et il avait beaucoup aimé nos valeurs et il voulait nous rejoindre du coup pour le prochain été. Et moi, je lui ai posé des questions vraiment sur ça. C'est quel est ton why? Pourquoi tu te lèves le matin? Dans 10 ans, comment tu te vois? Quand tu auras 60 ans, quel impact tu veux laisser en ce monde? Enfin, comment tu veux qu'on se souvienne de toi? Moi, ça, c'est des choses qui sont très, très importantes dans nos valeurs chez la mine. Ouais, c'est vrai que j'avais regardé une interview de toi. Il me semble que tu posais la question à tes clients ou les personnes que tu accompagnes. La vision à 20 ans. Ouais. La vision à 20 ans dans les startups, Mais c'est un c'est peu chaud. fou. Ouais. C'est déjà dans 6 mois, tu sais même pas ce que tu vas faire. Donc... Mais c'est un vrai travail de réflexion de se dire, ok, bah, comment tu te vois dans autant de temps, quel impact tu veux laisser en ce monde. Enfin, ça, c'est une vraie réflexion aussi personnelle. Du coup, c'est qu'est-ce qui t'anime, tu vois, qu'est-ce que tu as dans les tripes. Et c'est vraiment pas des questions évidentes. Même nous, on fait ce propre exercice régulièrement pour avoir vraiment une sorte de vision. Et ce que je dis souvent, et tu vois, j'aime bien les analogies, Christophe Colomb, le mec, à la base, il venait pour trouver un nouveau chemin pour les Indes. Finalement, il a découvert les Amériques. Et dans les milieux startups, c'est pareil. C'est-à-dire que en fait, tu te fixes un cap, et à la réalité, bah, en fait, tu vas complètement pivoter, tu vas aller dans un enjeu complètement différent. Mais si tu n'as pas de cap, bah, tu vas nulle part, tu restes au port. Et à un moment donné, il faut avoir un leader sur le bateau, tu vois. En général, c'est le CEO, c'est lui qui apporte un peu la vision, c'est pas forcément lui le plus compétent, hein. D'ailleurs, souvent, c'est ses matelots, c'est les gens qui sont dans ses équipes, les meilleurs entrepreneurs sont autour de personnes les plus compétentes, mais c'est lui qui fait aller les matelots, c'est lui qui dit, bon, voilà, on va là, les gars, tu vois, imagine, voilà, il y a eu le scorbut, il y a eu des morts dans les matelots, imaginons Christophe Colomb, tout le monde se démotive, il dit, non, 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 on commence à avoir des oiseaux, on y arrive, etc. Et il a découvert l'Amérique. Et finalement, il partait découvrir un nouveau chemin vers les Indes et il a découvert l'Amérique. Et finalement, c'est encore peut-être plus beau, finalement, Ouais. cette découverte. Et c'est ça aussi pour moi le milieu des startups. C'est faut avoir une vision claire, même si à un moment donné, tu vas changer ton chemin, etc. Mais il faut avoir un vrai questionnement sur où tu veux aller et se poser régulièrement la question sur est-ce qu'il ne faut pas changer le cap. Ok. Alors, on va partir un petit peu de la mine, même si ça reste globalement ton histoire. C'est Tyrock, Tyrock, est-ce que tu peux nous le pitcher? Ouais, 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 si tu veux. Bah déjà, je vais te refaire un petit peu l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'une rencontre, d'abord, avec Fabien Desrand, qui est vraiment quelqu'un voilà, avec lequel ça matchait directement au niveau du feeling. Bon, je te parlais tout à l'heure des valeurs humaines, ça a directement matché. Et en fait, si tu veux, au départ, on l'avait accompagné, enfin, on commençait à l'accompagner avec la mine, et puis on était un peu en train de le challenger. Et puis, bah, une chose en dans une autre, bah, il nous a un peu bousculé, pour dire les choses. C'est un très bon sales, c'est un très bon commercial. Et puis, à un moment donné, il nous a posé la question, bon, bah, les gars, vous êtes bien mignons, mais est-ce que vous n'avez pas envie de rejoindre l'aventure? C'est un projet qui peut révolutionner l'accès à l'immobilier. Vous êtes tous les deux entrepreneurs.
Aujourd'hui, ce projet Tyrock, vous êtes les potentiels premiers clients parce que les banques ne financent plus, que ce soit les entrepreneurs, les primo-accédants, c'est devenu de plus en plus compliqué. Du coup, il nous a eu à l'émotion et c'était un vrai projet, tu vois, avec un why puissant, tu vois. Et du coup, on a rejoint cette aventure. On est devenu board member, du coup, avec mon associé chez la mine, Éloi, et moi-même. Ok. Et du coup, en fait, Tyrock, la proposition de valeur, elle est assez simple. C'est vraiment de révolutionner l'accès à la propriété immobilière. Donc, du coup, on va pouvoir accéder à l'immobilier sans intermédiaire bancaire et sans garant. Donc, en fait, Tyrock, tout simplement, c'est un projet euh, où, en fait, c'est ce qu'on appelle de la propriété progressive. Donc, tu vas devenir progressivement propriétaire de ton bien. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre la location et la propriété. Locataire, en fait, tu as une souplesse, tu peux bouger quand tu veux, mais tu rembourses rien. Propriétaire, bah, et d'ailleurs, je l'ai vécu à titre personnel, tu as une séparation où tu dois déménager. Bah, faut revendre la maison, c'est embêtant, c'est pas du tout scalable. Et donc, du coup, nous, on veut proposer le meilleur des deux mondes. Et donc, imaginons, par exemple, au bout de 5 ans, tu dois bouger de ton bien. Bah, du coup, tu as remboursé une certaine partie du capital. Donc, la proposition de valeur, elle est là. Elle est Ok. assez simple à comprendre. Après, je te passe les éléments sur la partie juridique, financière, sur comment ça se passe. S'il y a certains de nos auditeurs qui veulent un peu creuser ou avoir plus d'informations, je leur répondrai avec grand plaisir. Mais comme je dis souvent, je préfère dire à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Bon, grattez, posez-moi la question, je vous répondrai. Mais là, surtout, là, ce qui est important, c'est surtout de quelle problématique on répond. Et on répond vraiment à cette problématique des primo-accédants, des jeunes couples, des entrepreneurs, des freelances, de toutes ces personnes-là qui aujourd'hui n'ont plus accès à l'immobilier. Et nous, on a un vrai why puissant en se disant, on a tous le droit d'être propriétaire de notre bien immobilier. Tu vois, c'est ça qu'on se dit. Ouais. Et du coup, tu vas pouvoir te financer avec tes proches, peut-être pourquoi pas avec ton entreprise, qui vont pouvoir être prêteurs et pouvoir du coup t'accompagner sur ton financement de ton bien. Ok, donc si je comprends bien, c'est un peu un mix entre du leasing, on va dire, et du crowdfunding un petit C'est peu. ça, il y a des personnes qui me disent, bah, en fait, Romain, c'est du leasing immobilier. On peut dire ça, c'est une bonne manière de vulgariser le projet, effectivement. Ok. Et est-ce qu'il y a un lien du coup avec le Web3 ou... Alors, c'est une excellente question. Oui, mais non. Mais oui, mais non. C'est un peu une réponse de dormant. Oui, évidemment, il y aura de la blockchain. Bon, bah, tu te doutes bien, Forcément. hein, sinon ça serait pas drôle. Mais en fait, notre go-to-market, aujourd'hui, on n'a pas besoin de blockchain. C'est-à-dire, en fait, juste avec des contrats type fiducie, etc., on peut très bien lancer notre preuve de concept, Tyrock, sans besoin de blockchain. Après, oui, évidemment, ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir de la blockchain pour pouvoir tracer qui possède finalement les différents Oui, actifs, ok. les échanges financiers, etc. Ça sera beaucoup plus simple. Moi, pour nos éditeurs qui connaissent pas forcément la blockchain, c'est quoi? C'est un registre comptable distribué, tout simplement. C'est comme si vous avez un registre comptable avec toutes vos différentes transactions. Et puis, bah, en fait, ça, bah, plutôt que d'être sur un bout de papier ou sur un serveur, bah, c'est sur tout plein de serveurs. Et du coup, on ne peut pas le falsifier. Donc, en fait, du coup, l'idée, c'est que bah, ça peut beaucoup plus facilement tracer de manière infalsifiable les différents flux financiers et qui possède du coup ces différents actifs. Donc évidemment, il y aura de la blockchain, mais Madame Michu ne le saura pas, l'utilisateur final ne sera pas du tout au courant. Ça, c'est entre guillemets, c'est dans la cuisine. Nous, la Ok. vitrine, voilà, on propose de révolutionner l'accès à la propriété. Dans la cuisine, oui, il y aura de la blockchain, mais en fait, presque, on veut même pas le dire, quoi, si tu veux. Ok. Tu m'avais parlé que vous alliez sûrement lever des fonds. Est-ce que où ça en est Alors là, bon, là, effectivement, on est en train de préparer notre roadshow. Donc là, ça va être un enjeu sur le premier trimestre qui est en train d'arriver. Pour l'instant, voilà, on communique pas forcément sur le sujet. On est en train de se préparer en coulisses, on est en train de faire le nécessaire. Et donc, oui, effectivement, là, on est en train de préparer les premiers tours de table et de se préparer tout simplement pour aller sur notre go-to-market et puis pour pouvoir commencer finalement à scaler notre activité et commencer à démarrer, quoi. Et comment ça se passe justement les levées de fonds? Est-ce que du coup vous avez une proof of concept? Comment ça se passe un petit peu les levées de Bah, si fonds? tu veux, bah, du coup, pour nos éditeurs aussi, qui sont peut-être pas forcément sensibles aux levées de fonds, je vais un petit peu réexpliquer un petit peu comment ça peut fonctionner. Parce que moi, c'est aussi quelque chose qui m'anime aussi, c'est Hmm. pouvoir vulgariser, expliquer avec des mots simples pour des personnes qui n'y connaissent rien. Donc, les levées de fonds, en fait, il y a différentes étapes. La première étape, souvent, c'est tu commences un peu à travailler entre guillemets dans ta cave, tu commences un peu à travailler sur les différents éléments, le pitch deck, tu commences à avoir un petit peu des livrables. Après, souvent, tu commences à mettre des fonds propres. Donc,
tu mets ton propre argent, tu finances toi-même le projet. Parce que faut pas compter sur ce qu'un investisseur prenne tous les risques pour toi. C'est d'abord à Bien toi de sûr. prendre le maximum de risques. Et ça, c'est aussi quelque chose que je réexplique souvent à des porteurs de projets chez la mine. Et donc, par rapport à tout ça, il y a le premier round qui est souvent love money. Donc, love money, c'est la monnaie de l'amour. Donc, souvent, tu vas sur du family and friend. Tu vas demander à ta cousine, ton beau-frère, ta famille de dire bah, écoutez, je lance mon projet, donnez-moi un peu d'argent, faites-moi confiance. Et du coup, ça t'implique, ça t'engage aussi. Et du coup, une fois que tu as passé son premier round de family and friend, tu commences à avoir un petit peu les premiers fonds. Il y a différentes stratégies. Soit après, avec ces premiers fonds, tu peux déjà commencer à aller chercher du non dilutif, donc avec la BPI, la French Tech, des prêts d'honneur, des réseaux entreprendre, etc. Donc pour commencer un peu à muscler ton jeu et puis commencer à avoir des beaux logos sur ton pitch deck. Soit tu commences par ça et après tu peux commencer avec une levée de fonds dilutive où tu vas du coup diluer des parts de ta société. Ou soit tu peux faire les deux en même temps. Enfin, après, il y a pas de stratégie officielle. Je veux dire, ça dépend des différents enjeux. Mais tu vois-t-il que, voilà, une fois que tu as fait ce premier round, enfin ce premier tour avec ton family and friends, tu vas aller sur une pré-seed ou une seed. Donc, seed, c'est une graine. Tu plantes une graine et là, c'est le moment donné où en fait tu vas avoir les premiers fonds pour aller chercher la preuve de concept et le MVP, donc le minimum valuable product. Bon, je m'excuse pour mon accent anglais, je suis meilleur en blockchain qu'en anglais. Et puis après, en fait, dans l'idée, c'est qu'une fois que tu as commencé à aller chauffer ton go-to-market, commencer à avoir tes premiers clients, etc., bah là, tu dois prouver une traction. Et c'est avec cette traction, logiquement, que tu vas vers une série A, que tu vas sur une plus grosse levée de fonds. Ok. Donc en gros, love money, pré-seed ou seed, bon, il y a une pré-étape pré-seed qui peut être possible. La seed te permet vraiment d'aller toucher ton marché avec un produit qui peut te permettre déjà d'onboarder tes premiers clients et de pouvoir prouver que le projet fonctionne et que ça marche. Et une fois que tu commences à avoir d'attraction, un certain nombre de clients, tu commences à avoir du revenu récurrent, bah dans l'idée, là, c'est là, à un moment donné où tu es mûr pour aller chercher une levée A et aller chercher un peu plus de gros sous-sous. Ok, ouais, super intéressant. J'espère que j'étais clair. Ouais, bah carrément. Moi, je connaissais pas du tout le process de levée de fonds et ouais, super. En 2019, j'y connaissais rien, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis Ça plutôt fait habile sur le plaisir. sujet. C'est un sujet qu'on adresse quand même assez régulièrement. Ouais. Et pour revenir, t'es étudiant, enfin, tu donnes des cours aux étudiants. Ouais, Et dans une interview, tu avais expliqué que tu avais fait un appel une fois avec une entreprise d'assurance, sauf erreur. Et tu avais dit à la fin de cet appel, si vous aimez vos enfants ou quelque chose dans ce style-là, faites en sorte qu'ils s'intéressent au Web3. ouais, c'est ça. En quoi c'est autant de l'avenir que ça selon toi? Bah, du coup, je resitue. En fait, j'avais été sollicité par une grosse compagnie d'assurance française, dont je me souviens. Je crois que de mémoire, c'était enfin, c'est avant le rebranding. Enfin, ils ont fait un rebranding, mais maintenant c'est Abeille Assurance. Et ils m'avaient sollicité justement pour ces enjeux blockchain, etc. Et d'ailleurs, il y avait une ruée dans les brancards en mode oui. Enfin, il y avait même des membres du personnel qui n'étaient pas forcément très très chauds pour que Hmm. j'intervienne. Il y avait encore cette étiquette crypto-monnaie, monnaie terroriste, etc. Bon, j'ai quand même réussi à intervenir. Et puis, j'avais balayé énormément d'idées reçues pendant ce webinaire que j'avais fait. C'était un webinaire interne, hein, c'était Hmm. pour les collaborateurs. Effectivement, j'avais fini pour cette punchline. Si vous aimez vos enfants, formez-les à la blockchain. Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, c'est même pas l'avenir, c'est le présent, tu vois. Et du coup, je vais en faire encore une autre punchline pour illustrer d'un visionnaire, Pascal Nègre. Donc, coucou Pascal Nègre, si tu nous entends, force à toi. Pascal Nègre avait dit en 2000, Internet, on s'en fout, ça marchera jamais. La blockchain, c'est pareil. Si vous n'y croyez pas, c'est pas mon problème. Mais demain, ça sera dans vos foyers. Si, tu vois, à l'époque, quand la télé est arrivée et que les gens disaient, mais non, la télé, ça sert à rien, on a la radio, vous Hmm. avez raison. Moi, je m'en fous, j'ai pas à vous convaincre. Croyez-moi pas, mais de toute façon, ces enjeux-là sont déjà prégnants. Je vais donner un exemple. La Poste a lancé sa collection d'NFT. Il y a le groupe Partouche, qui est quand même le deuxième groupe de casino en France, ont lancé le Joker Club. Le Joker Club, qui est une sorte de, de, comment dire, de membership avec un système de NFT. Ils ont utilisé ça pour rajeunir leur clientèle. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, je fais un coucou à toute la Joker, à toute la team Joker et au groupe Partouche, c'est des amis, et ils sont vraiment formidables. Et ils ont utilisé justement cette collection de NFT pour rajeunir leur clientèle, parce que dans les casinos, bon, il y a quand même une clientèle qui est assez vieillissante, donc pour aussi rajeunir leur audience, pour la fidéliser.
Je veux dire, ils sont pas fous. Enfin, deuxième groupe de casinos français, La Poste, c'est pas des zouaves, hein, c'est pas n'importe qui. Donc, si eux ils s'y mettent, c'est pas pour rien. Des grosses agences marketing aussi, ben ils ont maintenant de plus en plus des head of blockchain dans des grands groupes aussi. Ils ont aussi des postes, des personnes qui sont à la veille technologique sur la blockchain. Donc, c'est déjà des compétences aujourd'hui qui sont mobilisables et nécessaires. J'avais fait un cours également dans une école là, d'un campus pas loin d'ici à Lille sur le marketing communautaire. Et j'expliquais en fait comment le marketing est en train d'évoluer grâce au Web3, où bah, tu as des personnes de ta génération qui ont une vingtaine d'années. C'est super compliqué pour les annonceurs de les toucher. Ça coûte super cher. Les notifications dans tous les sens, les publicités, plus personne regarde. Et du coup, comment tu passes de client à ambassadeur d'une marque? Et du coup, j'ai expliqué un petit peu comment, avec la création de contenu par les utilisateurs, par les ambassadeurs, etc., bah, en fait, le marketing Web3 est en train maintenant d'influencer le marketing Web2. Donc tout ça, c'est des enjeux d'aujourd'hui. C'est pas de la science-fiction, hein, c'est pas dans 10 ans, dans 15 ans, c'est maintenant que ça se Hmm. passe. Ok. Et toi, quelle est ta crypto préférée? Bitcoin. Bitcoin? Enfin, Bitcoin de base, voilà, c'est Parce la que reine des Bitcoin. crypto-monnaies, et sans le Bitcoin aujourd'hui, on serait même pas là à se parler. Et après, pour la tech pure et dure, Ethereum. Parce Ethereum. que sans Ethereum, on n'aurait pas de smart contract, on n'aurait pas de DeFi, on n'aurait pas de NFT. Donc gros big up à Vitalik, qui pour moi une de mes idoles, quoi. Enfin, même si côté image, ça me chagrine à chaque fois de voir quand même quelqu'un qui est une légende de l'écosystème, qui est là avec son sac à dos licorne, ou des t-shirts éclatés au sol. Bon, ça me fait toujours sourire. Il a quand même un tempérament assez particulier, mais voilà, sans lui aujourd'hui on n'en serait pas là. Après, bon, ça me chagrine un petit peu certains éléments. Ethereum est en train de passer quand même de manière de plus en plus centralisée quand on est passé de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, donc du POW et du POS Hmm. pour les puristes. Bon, voilà. Au niveau décentralisation, c'est pas trop ça. Mais de toute façon, il y a toujours des critiques à faire. Il n'y a jamais aucune blockchain qui est parfaite. Il y a toujours un enjeu entre la décentralisation, la sécurité, etc. Mais bon, je dirais Bitcoin number one. Mais pour la tech et ses usages, la blockchain Ethereum. Enfin, je Ok. dis bien la blockchain Ethereum, mais Oui, pas la oui, oui. crypto-monnaie. Ok. Et pour toi, le Bitcoin peut devenir une. Est-ce que c'est une monnaie déjà pour toi? Bah alors, Christine Lagarde de la Banque centrale dit que non, les gouvernements disent que non. Pourtant, au Salvador, ils disent que oui. Ouais. Pourtant, au Liban, ils ont une monnaie qui fluctue énormément. Et pour eux, avoir du Bitcoin dans leur portefeuille numérique, ça leur permet de se prémunir de l'inflation. En Turquie, pareil. On utilise le Bitcoin pour les échanges internationaux. Donc, ceux qui disent que non, bah, ils ont raison de dire non. Enfin, tant mieux pour eux. De fait, c'en est nul. Ouais, ouais. Après, c'est un vrai débat au niveau réglementaire, etc. D'ailleurs, on devrait même pas dire une crypto-monnaie au niveau vraiment puriste, on devrait dire des crypto-actifs. Donc Oui. déjà, pour moi, j'ai envie de te dire, il y a des pays, il y a des endroits en Papouasie, leur monnaie, c'est le porc. C'est-à-dire, tu échanges 3 porcs contre une maison. Enfin, c'est la base. Donc le porc est une monnaie, si tu veux. Ouais. Donc après, on me dit ce qu'on veut, mais le Bitcoin, tu peux l'utiliser aujourd'hui dans ton bar préféré. Tu as maintenant des wallets as a service. Il y a des sociétés comme Paynov, par exemple, qui permet d'intégrer le Bitcoin finalement dans ton entreprise. Et au niveau comptable, tu vois pas la différence. Donc l'utilisateur il paie en Bitcoin et toi tu reçois de l'euro. De fait, c'est aujourd'hui, c'est une monnaie. Après, on peut débattre pendant des heures, c'en est une, Ouais. c'en est pas une. Moi, je dis que oui. Et pour toi, ça a plus d'utilité pour les pays peut-être émergents, on va dire, qui n'ont pas accès forcément à un système bancaire. C'est ça. Exactement. T'as tout compris. Ok. C'est exactement mon discours. Si tu veux, moi, je pense qu'en Europe et dans les pays occidentaux, on est trop confort. Si tu veux, on est dans le coton. On pense que la monnaie, elle est stable. D'ailleurs, moi, ça me fait sourire quand j'entends des copains ou autres qui me disent ouais, mais l'euro, c'est une monnaie stable. Mais stable par rapport à quoi? Tu vois, la Terre, elle bouge pas, mais par rapport à quoi? Par rapport à un référentiel. Tu vois, en fait, on ne bouge pas par rapport à un référentiel ou on bouge par rapport à un référentiel. Tu prends le Forex, le monnaie de devise, l'euro bouge par rapport au dollar. Il y a des moments donnés, c'est plus intéressant d'aller Hmm. en vacances aux États-Unis parce qu'on a un euro fort. Il y a d'autres périodes, c'est l'inverse. Donc, toute monnaie fluctue par rapport à d'autres monnaies. Il n'y a pas de monnaie stable de fait. Elle est stable par rapport à elle-même, mais elle est instable par rapport à d'autres. Et donc, effectivement, tu vois, moi, j'ai des contacts, des amis qui sont dans des pays comme ça où, pour eux,
bah voilà, c'est débancarisé, donc ils ont pas accès aux banques. Ils ont des monnaies qui sont faibles, donc du coup, la monnaie, elle baisse, elle monte, etc. Et pour eux, c'est pas sécurisant. Pour eux, le Bitcoin, c'est pas une théorie, c'est pas de la science-fiction, hein. Ils l'utilisent vraiment au quotidien. Et donc, pour moi, l'adoption viendra de ces pays elle viendra aussi progressivement un peu plus en France, en Europe et dans les pays occidentaux. J'ai des contacts à moi qui sont au Mexique ou en Argentine. Ils me disent, mais là-bas, ils ont tous un wallet. Enfin, ils nous Mm. prennent pour des fous. Ils disent, mais ils ont rien compris en Europe. Eux sont déjà à fond là-dedans. Donc, je donne aussi un exemple en Afrique. Tu vois, en Afrique, j'ai des copains qui sont basés là-bas. Ils me disent, mais nous, on paye déjà avec un téléphone, on a déjà les QR codes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des pays comme ça en Afrique, eux, en fait, ils n'ont pas le temps. Ils vont passer directement à la blockchain au Bitcoin. Parce que finalement, ils n'ont pas eu l'occasion peut-être d'avoir les systèmes bancaires adaptés, d'avoir toutes les technologies. Donc, ils vont foncer directement sur la révolution, tu vois. Et il y a énormément de projets aussi émergents en Afrique. Pour moi, l'Afrique est aussi un terreau d'innovation et un terreau, pour moi, j'espère que l'Afrique va aussi comment dire, utiliser la blockchain pour devenir aussi un pays, enfin, pas un pays, un continent émergent et un continent qui va être à la pointe de la technologie. Et là-bas, je te dis, pour eux, c'est déjà normal de payer avec un téléphone, avec un QR code. Et limite, ils nous prennent pour des fous quand nous, ça nous paraît bizarre de poser notre téléphone pour payer, quoi. Ouais. Bah ouais, super intéressant, c'est vrai que vu comme ça. Et il y a peut-être, je dirais, pas des contre-exemples, mais les personnes qui sont un peu contre tout ce qui va être crypto-monnaie, etc. C'est, comme tu disais, monnaie terroriste, tout ce qui va être blanchiment d'argent, tout ce qui va être demande de rançon, etc. C'est vrai que c'est plus dans ces situations-là qu'on entend parler du Bitcoin en France notamment. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est possible de réguler ou est-ce que c'est Bah, un collatéral dé- qui est pas... déjà, s'il y a certains auditeurs qui veulent blanchir de l'argent, je leur déconseille de passer par Bitcoin, hein. C'est la pire solution. Enfin, c'est la pire. Oui, Enfin, parce que tout est bah, lié. tout est tracé, tout est tracé. Je donne un exemple, le Bitcoin est utilisé, effectivement, faut pas l'oublier. Ça a pas mal explosé avec Silk Road à l'époque, avec le Darknet. Oui, c'est vrai, enfin, ça fait partie de l'histoire de Bitcoin, je vais pas cracher là-dessus, c'est la réalité. Toujours est-il que tous ceux qui ont joué là-dessus à l'époque, ils ont été tous retracés depuis. Donc en fait, le Bitcoin, c'est une des meilleures, enfin, une des pires solutions pour proposer du blanchiment d'argent. Et allez, je mets un pavé dans la mare. Panama Papers, j'en passe, c'est des meilleurs. Combien de bitcoins ont été utilisés? Zéro. Zéro. C'est bien de la monnaie fiat, c'est bien de l'euro, c'est bien du dollar qui a été utilisé pour faire du blanchiment d'argent. C'est pas du bitcoin. Moi, je déconseille nos auditeurs qui veulent blanchir de Hmm. l'argent d'utiliser du bitcoin. C'est vraiment pas la bonne solution. Et d'ailleurs, bon après, d'ailleurs, il y a même la gendarmerie ou la police, etc., qui sont en train de se former à la blockchain, etc. Et ils utilisent du coup la blockchain pour retracer des fonds et pour retrouver un petit peu les personnes justement qui ont voulu faire du blanchiment, etc. Donc clairement aujourd'hui, non, le Bitcoin n'est pas une monnaie terroriste. C'est pas la réalité. Alors ça peut être utilisé dans certains cas et je ne dénie pas, mais ça reste à la marge. Donc Hmm. ces idées reçues là qu'on entend depuis des années, je commence à être un peu fatigué de les entendre. En 2019, tu vois, à la limite, je pouvais comprendre de les entendre. Là, maintenant, c'est bon, quoi. On est en 2024. J'enseigne la blockchain dans les écoles supérieures. On parle de monnaie de banque centrale dans les gouvernements. Encore là, j'ai vu une news. La banque centrale anglaise se saisit du sujet. Le Bitcoin est une monnaie légale au Salvador. Bon, arrêtons avec ça. Là, aujourd'hui, je vais plus l'entendre, quoi, tu vois. Ouais, ça marche. Et qu'est-ce que tu penses de l'euro numérique? Est-ce que tu penses que Pas grand-chose. c'est la même chose, mais Bah, numérique? pas grand-chose. De fait, l'euro est déjà numérique pour moi. Enfin, de fait, enfin, tu le palpes plat. Quand tu as de l'argent qui est sur ton compte en banque, l'euro, il est numérique. Enfin, quelque part. J'en pense pas grand-chose dans le sens où, euh, enfin, si c'est pour faire un système qui est ultra centralisé et qu'en gros, tu peux bloquer l'argent comme à la chinoise, etc., je trouve ça dommage. C'est pas l'esprit de la blockchain. Après, si c'est pour apporter plus de traçabilité, si c'est pour apporter une meilleure gouvernance, si c'est pour faire en sorte qu'au niveau des banques centrales, on puisse mieux gérer les flux financiers, si c'est pour qu'on puisse éviter d'autres crises monétaires, mille fois oui, mais 10 000 fois oui. Si c'est pour plus de régulation, je dis 1000 fois oui aussi. Parce que bon,
voilà, tu vois, j'ai un discours un petit peu, comment dire, tranchant sur certains côtés. Et pour autant, j'ai un peu mûri aussi ma vision des choses. Moi, je suis full pour la régulation, je suis full pour la normalisation de notre écosystème. On a besoin aussi de se normaliser. Sinon, bah, en fait, finalement, on sera jamais pris au sérieux. Mm. Sinon, tout ce qui est corpo, les grands comptes, les grosses entreprises, les gros financiers ne vont pas se saisir du sujet. Donc, je suis pour plus de normes, je suis pour plus de régulation. Mais je veux pas non plus qu'on empêche l'innovation et je veux pas non plus qu'on aille trop contre l'esprit initial de la blockchain qui est la décentralisation. Donc, l'euro numérique, pour moi, de toute façon, c'est une suite logique. Je dis pourquoi pas, mais comment on le construit, tu vois? Si c'est pour que demain, entre guillemets, on puisse te spolier de ton euro parce que tu es un mauvais citoyen, parce que je ne sais quoi, honnêtement, moi, si on m'enlève la liberté de détenir mes actifs, je dis non. Et moi, je resterai du coup côté blockchain. Si c'est pour plus de transparence, améliorer les systèmes monétaires et financiers, moi, je trouve ça intéressant. Ok. Et aujourd'hui, tu as confiance au système bancaire français, européen? Bah écoute, comme en 1929, comme voilà, enfin aujourd'hui, je vais pas attaquer ce système parce que, comme je dis souvent, bah, tu vois, la démocratie, c'est le moins pire des systèmes quand on a vu tous les autres. J'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. Système bancaire, c'est le moins pire des systèmes quand on a vu tous les autres. C'est quoi qu'il arrive, un système qui est quand même fragile. Tu vois, avec l'impression monétaire, etc., c'est un système qui est fragile, c'est un système qui a encore aujourd'hui des failles. J'ai confiance quand même parce que tu vois, il y a quand même des gouvernements, on n'est pas au Liban. Donc, quelque part, bon, tu vois, j'étais un peu provocateur avec mon sourire. Mais après, voilà, on est quand même pas dans les pays émergents. Donc, il y a quand même aujourd'hui des gouvernements qui backent, qui soutiennent un petit peu notre système, mais rien n'est infaillible. Aujourd'hui, on va tous retirer ce qu'il y a sur notre compte courant. Il y a un bank run, c'est fini. Il n'y a pas assez de collatéral, il n'y a pas assez d'argent dans les banques et c'est finito. Terminé, bonsoir. Celui qui me prouve le contraire, honnêtement, je lui envoie un bitcoin de suite, hein, je l'envoie sur son wallet. Donc on est sur un système qui est quand même fragile, quoi qu'il arrive, qui devrait s'améliorer. Et moi, si tu veux, mon discours, il est le meilleur des deux mondes. Je m'explique. Le côté cypherpunk, DeFi, fou décentralisé, ouais, c'est très cool, c'est très fun, hein. Mais Madame Michu ou ma mère ou ma grand-mère, ils vont pas faire de la finance décentralisée avec un wallet sur un smart contract. Jamais, tu vois, pas possible. Donc, pour moi, la décentralisation doit, alors je vais sûrement pas plaire à certains puristes, mais doit faire le chemin d'avancer d'une certaine manière avec un peu plus peut-être de centralisation et être un peu plus accessible au plus grand nombre. Et de l'autre côté, côté bancaire, côté corpo, côté grand compte, ils vont devoir faire aussi un peu le chemin vers plus de décentralisation. Et pour moi, on va trouver un juste milieu, le meilleur des deux mondes. Donc si tu veux, peut-être que je vais pas plaire aux puristes de la blockchain, ni peut-être pas plaire à certains puristes du système bancaire. Mais en fait, pour moi, j'ai envie de dire, trouvons le juste milieu entre les deux. C'est un peu mon discours. Et du coup, finalement, bah voilà, j'espère à contrario que je vais contenter les deux aspects, c'est-à-dire les puristes bancaires et les puristes de la blockchain. Pour moi, on a un juste milieu à trouver et faisons le chemin ensemble. On a besoin des banques aujourd'hui parce que c'est eux qui ont quand même, bah, finalement, les finances. C'est quand même eux qui sont les banques, c'est quand même un système qui nous tient depuis plusieurs centaines d'années. On a besoin d'eux. On peut pas dire aujourd'hui, demain, bah, on ferme toutes les banques et puis venez, on utilise le Bitcoin. Enfin, dans une utopie, dans un autre métaverse, pourquoi pas? Dans la réalité, j'y crois pas. Donc moi, je crois vraiment qu'on a un chemin à faire ensemble pour travailler sur des cas d'usage, pour travailler sur des enjeux où finalement on avance ensemble et non l'un contre l'autre. Donc pour moi, c'est pas deux milieux qui s'opposent, au contraire, c'est deux milieux qui doivent se rassembler. Ok, ouais, c'est super intéressant ce point de vue-là, parce que c'est vrai on voit souvent, enfin, moi par exemple, je dis sur Twitter, c'est des mecs full crypto qui sont anti-système bancaire et qui veulent que, enfin voilà. Et toi, c'est vrai que tu as cette vision. J'étais comme ça avant. Ouais. Je te le dis, hein, et je l'assume en toute transparence. J'étais vraiment cypherpunk au départ. Oui, le système bancaire, le machin, parce que comme je te rappelle de mon parcours, en tout cas, je te parlais tout à l'heure, moi, j'étais infirmier, puis après, voilà, quand j'ai vu le système monétaire et bancaire, je dis, ouais, mais ce système, il est pas équitable. Donc au départ, tu vois, j'étais là en mode combattant.
Puis après, j'ai mûri, voilà, j'ai un peu évolué aussi dans mon entrepreneuriat. J'ai compris certaines choses. Et là, j'ai un discours un peu plus apaisé. J'ai eu l'occasion de pitcher aussi devant un grand groupement bancaire il y a de ça quelques mois à Roi Technologie. Et puis, en fait, on a eu des échanges super intéressants sur comment marier les deux mondes, tu vois, le milieu de l'assurance et des banques très traditionnelles, le milieu de la blockchain. Et finalement, à la fin, ils m'ont applaudi, ils ont adoré. Et moi, je suis pas venu, entre guillemets, on va tout casser votre système. C'est plus en mode, ok, votre système, il n'est pas forcément idéal, mais vous êtes là depuis des siècles. Ok, travaillons ensemble, main dans la main, pour améliorer votre système avec, justement, des enjeux blockchain, etc. Donc, au départ, moi, j'avais le même discours, clairement. Et là, aujourd'hui, j'ai plus un discours apaisé en se disant, bon, voilà, travaillons ensemble, main dans la main, et travaillons ensemble pour un meilleur système et un meilleur monde, quelque part. C'est dingue, ton état d'esprit, il est incroyable. Moi, c'est vrai que je suis piqué par l'entrepreneuriat depuis presque, je sais pas, 15 16 ans. Mais pas tant par le milieu startup. Donc, c'est-à-dire que moi, j'adore développer des projets. Je suis un passionné de marketing, etc. Mais j'ai pas cette vision de changer le monde, même si je suis conscient de l'impact qu'un entrepreneur peut avoir. Pour toi, c'est quoi les grandes différences entre une entreprise, on va dire, classique et une startup? Et si, par exemple, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, à quel moment tu dis, toi, tu serais mieux peut-être de lancer un business classique ou plutôt essayer de lancer une startup ou... Déjà, j'ai une punchline là-dessus. J'aime bien, Ok, tu sais, je suis jamais avare en punchline. C'est quoi une startup? C'est une entreprise qui est pas rentable. ok. Fin du game. C'est tout. Enfin, startup, c'est une entreprise comme les autres. La seule différence, c'est qu'elle doit trouver son marché, qu'elle est innovante. Donc, elle doit passer, contrairement à tu montes ton kebab et tu commences à être rentable, tu as tes clients. Bah voilà, une startup, en fait, c'est juste, elle n'est pas encore rentable. Pour moi, c'est juste ça. Alors, bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, mais pour vulgariser, à mon sens, c'est juste ça. Et changer le monde, j'ai envie de te dire, moi quand je vais chez mon boulanger qui me sourit, il change déjà le monde. Des soignants qui apportent de la valeur au quotidien, ils changent le monde. On change tous le monde à notre façon. Et tu vois, pour moi, tu vois, des grands leaders de ce temps, que je vais, bon, j'en citais quelques-uns, tu vois, Martin Luther King, Nelson Mandela, j'en passe, c'est des meilleurs. C'était des mecs qui c'était totalement banal. Mais totalement banal. S'ils avaient rien de différent des autres, c'est juste qu'à un moment donné, ils se sont levés, ils se sont dit non, non, je n'accepte pas cette situation et je vais aller au bout de mes idées, tu vois. Et pour moi, tu vois, tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir cette vision-là, mais clairement, moi, j'ai envie de bousculer les choses. Ce monde tel qu'il est ne me convient pas. Et si tu veux, pour moi, bon, il a changé le monde à sa façon. Comme je te dis, tu apportes un sourire, tu changes le monde. Tu soignes quelqu'un, tu changes le monde à ta façon. Tu as des associations, les restos du cœur, les machins. Ça change le monde. Ça le rend meilleur, tu vois. Donc pour moi, Hmm. c'est plein de façons de changer le monde. Après, tu peux le changer de manière un peu plus, comment dire, structurelle ou le changer de manière un peu plus quotidienne. Voilà, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Et après, si tu veux, pour moi, la différence entre entrepreneur et start-upper, c'est plus l'appétence au risque, déjà. Parce que tu vois, en termes de start-up, déjà, monter une entreprise, tu sais ce que c'est quand même pas évident. Une start-up, c'est encore moins évident. C'est plus une question d'appétence au risque et c'est vraiment une question de why. Et pour moi, tu vois, il y a pas de classe en mode t'es start-upper, t'es l'élite, t'es entrepreneur, t'es machin. J'ai envie de dire, chacun trouve midi à son compte. Enfin, enfin, trouve son. Ouais. Excuse-moi, j'ai plus le mot, mais. Enfin, chacun trouve sa voie, tout simplement. Ok. Et personnellement, ce qui m'attire un peu dans l'entrepreneuriat, c'est bon, d'une part l'impact que tu peux avoir, mais d'autre part la liberté. Et c'est vrai que pour avoir écouté pas mal de podcasts sur des personnes qui avaient créé des startups, j'ai l'impression qu'il y a, quand tu lèves des fonds notamment, il y a une part, tu perds ta liberté avec des investisseurs qui rentrent. Et je me demandais à quel point la vision était différente entre un investisseur et le CEO de base. Est-ce que tu perds vraiment en liberté? Comment ça se passe? Ouais, ouais, clairement. Enfin, faut le dire. En fait, il y a plusieurs voies, mais on va dire il y a deux grandes voies. Il y a la voie du bootstrap. Donc, bootstrap, tu fais avec tes propres moyens et en fait, avec l'argent que tu récupères, tu réinvestis dans ta boîte. Il y a certaines startups qui avancent dans cette vision-là. Et puis, tu as d'autres méthodes, c'est lever des fonds. Clairement, quand tu commences déjà à lever des fonds, tu commences à diluer ton capital. Tu es déjà plus ou moins préparé à un moment donné à perdre une certaine forme de gouvernance et de pouvoir, voire même à faire une exit, à revendre ta startup. Clairement. Enfin, tu as mis une certaine forme un doigt dans l'engrenage. C'est quelque chose qu'il faut avoir en ligne de compte. Et d'ailleurs, tu vois, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle beaucoup dans l'écosystème français.
et français, j'insiste bien là-dessus, c'est quand tu lèves des fonds, ouais, machin, on a levé, tu vois, en mode on a réussi. Ah non, les cocos, vous avez rien réussi, hein. C'est clair que les emmerdes commencent, hein. Tu vois, parce que c'est là où tu dois délivrer, c'est là où tu as des investisseurs qui sont sur ton dos, entre guillemets, pour voir comment tu avances. C'est là où tu as les promesses que tu as dit, tu dois les assumer. Donc clairement, tu as d'autres responsabilités. Et pour moi, une levée de fonds, c'est pas forcément. Bon, enfin, c'est quand même pas si évident de lever des fonds. Oui, après, je peux comprendre que tu vois, tu puisses communiquer là-dessus, etc. Mais moi, tu vois, je vois, c'était de mémoire, je crois que c'était Anthony Bourbon, qui est, enfin, pour moi, un entrepreneur. Enfin, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui je respecte beaucoup pour son parcours. Et d'ailleurs, l'une des rares émissions de télé, voire si c'est la seule que je regarde, c'est Qui veut être mon associé. Bon, comme tu as vu, je suis full mindset business. La seule fois que je joue la télé, c'est pour regarder encore des trucs de business. Et de mémoire, il avait dit que sa levée de fonds, il avait même pas fêté. Il avait même pas fêté. Le lendemain, il était déjà à fond dessus. Et il le dit, tu vois. Et moi, enfin, humblement, hein, tu vois, je dis pas que je me mets au même niveau que ce mec-là, qui est pour moi, franchement, quelqu'un qui est vraiment au top niveau. Mais moi, clairement, je suis vraiment dans ce délire-là, en mode, ouais, j'ai réussi un objectif. Ouais, super. Bon, c'est quoi le prochain objectif? Directement. Le lendemain de ma conférence TEDx, tu vois, j'avais déjà digéré, j'étais déjà sur d'autres objectifs, tu vois. Et des fois, j'ai même des proches qui me disent, mais Romain, savoure un peu, t'as fait une conférence TEDx, maintenant t'enseignes en école supérieure, t'es fier? Non, je suis même pas fier. Je suis déjà focus sur le prochain objectif. Et ça, c'est vraiment aussi pour moi un mindset d'entrepreneuriat. T'as un objectif, ok, t'es sur la montagne. Ok, elle est où la prochaine? Focus, tu vas sur la prochaine montagne. Pour moi, un entrepreneur, c'est un éternel insatisfait. C'est-à-dire, tu n'en as jamais assez, tu veux aller plus loin, tu veux toujours résoudre d'autres problématiques, tu veux. T'as jamais le goût sucré dans la bouche, quoi. Tu l'as quelques secondes et après, tu pars déjà à autre chose. Donc, pour moi, c'est ça aussi, quelque part, qui segmente entre l'entrepreneur et le start-upper. Le start-upper, vraiment, il a vraiment un côté éternel insatisfait et vraiment toujours vouloir aller plus loin. Là où un entrepreneur, enfin, une entreprise assez traditionnelle, en général, ta petite boîte, elle tourne, tranquille, tu fais un peu de la croissance, mais t'as pas le but de faire de l'hypercroissance, d'aller faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Bon, tu fais quelques millions, quelques centaines de milliers d'euros, t'es content, t'as tes 5, 12, 20 collaborateurs, c'est très bien. Côté startup, en général, tu vas chercher de l'hypercroissance. Ouais. C'est un peu la différence de mindset un peu entre un millionnaire et un milliardaire. Parce que c'est vrai que, bon, je vais pas dire que c'est simple d'être millionnaire, je suis pas millionnaire, mais enfin, des comptes qu'on peut regarder, il y a beaucoup de millionnaires. Et de ce qu'ils disent, c'est assez facile. Enfin, voilà, il y a des sacrifices, etc. Mais le cap de millionnaire à milliardaire, c'est complètement un autre mindset. Ah ben le gap, il a rien à voir, tu vois. Et d'ailleurs, enfin, moi, j'ai déjà l'occasion de croiser des personnes voilà, qui étaient très, très, très à l'aise financièrement. Bon, je suis pas allé voir leur wallet ni leur compte en banque pour savoir si c'était milliardaire, mais je peux te dire qu'ils étaient sereins. Et tu vois le genre de mec, franchement, tu leur parles, tu bois une bière tranquille, tu fais une bouffe, les mecs tranquilles, quoi. Jamais tu croirais qu'ils pèsent dans le game, qu'ils ont. Enfin, humilité maximum, tu vois. Alors que les nouveaux riches ou ceux qui sont millionnaires, tu vois, ils vont avoir des signes extérieurs de richesse. Alors que bah, ceux qui sont vraiment très très à l'aise financièrement et qui ont vraiment make it, en général, tu le vois même pas. Tu vois même pas. Et en fait, au moins tu le vois. Finalement, au plus tu vois qu'ils sont sereins financièrement, ils n'ont rien besoin de prouver, tu vois. Et, tu prends des exemples des mecs comme Steve Jobs ou j'en passe des meilleurs. Si tu habillé ultra simplement, tu les croises dans le métro, Hmm. si Steve Jobs, tu te croisais, Forcément. tu te remarquais, je veux dire. Mais ceux qui ont vraiment make it, tu les vois, en fait, ils ont rien à prouver à personne. Tu vois, ils ont déjà tout prouvé. Donc, en fait, ils sont d'une sérénité et c'est vraiment, je pense, effectivement, un autre mindset. T'es attaché aux valeurs humaines. Pour toi, c'est quoi les valeurs qu'un entrepreneur doit avoir? Résilience. Résilience. Résilience, 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 résilience. Allez, un dernier. Résilience. Clairement, tu vois, c'est un truc aussi que moi j'ai vécu personnellement quand tu es en entrepreneuriat, surtout dans le milieu startup, surtout quand tu as un background d'infirmier, que tu deviens commercial santé, puis entrepreneur dans la blockchain, tout le monde te dit, mais Romain, enfin, t'avais un métier stable, t'avais de l'argent qui tombait sur ton compte. Pourquoi tu te mets en danger et tes proches, ils veulent ta sécurité. Ils comprennent pas pourquoi forcément tu vas chercher du risque,
tu vas chercher à souffrir, tu vas chercher à prendre des voies qui sont pas faciles. Donc, tu vois, c'est vraiment un chemin de croix et tu vois, faut vraiment rien lâcher. Moi, je le dis, tu vois, et j'ai aucun problème là-dessus. Combien de fois j'ai voulu tout lâcher, mais combien de fois? Et la grosse différence, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que j'étais prêt à tout lâcher, bah, j'ai repris un coup d'énergie et je me dis, ok, Romain, tu veux lâcher? Bah, vas-y, tente un dernier truc, vas-y, relance-toi, relance-toi. Et c'est ça qui fait pour moi le sel de l'entrepreneuriat, c'est vraiment le fait que tu lâches rien. Tu vois, des mecs bah, comme Anthony Bourbon qu'on a cité tout à l'heure, le mec il en a acheté énormément. Tout le monde lui a dit, mais attends, ta poudre pour manger là, t'es complètement fou. Là aujourd'hui, il était fou, mais il avait raison. Tu vois, il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est seuls les fous pensent pouvoir changer le monde, mais seuls les fous y parviennent. Henri Dunant, créateur de la Croix-Rouge française. Tu vois, juste ça. Et donc, effectivement, bah, c'est de la résilience. Faut croire en soi. Faut aussi sélectionner son entourage. Il y a un moment donné, il faut aussi s'entourer aussi d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de solitude. Des fois, tu es seul devant ton PC. Moi, ça m'arrive des fois, pendant une semaine quasiment, je vois aucun humain à part en visio. D'autres moments, c'est le feu parce que je fais des événements, je suis sur Paris, je rencontre plein de monde. Enfin, c'est vraiment une vie avec des hauts et des bas et il faut vraiment être attaché émotionnellement pour vivre ces montagnes russes. Donc, je dirais vraiment de la résilience. C'est vraiment pour moi l'une des qualités les plus fondamentales dans l'entrepreneuriat et surtout dans le milieu des startups. Ouais, donc c'est un peu ce qu'on dit souvent, trust the process. Et en revanche, il y a peut-être un côté un peu, pas négatif, mais tous les entrepreneurs qu'on voit, oui, c'est des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont cru en leur idée, qui ont cru voilà, au process. Et il y a un autre côté, c'est les entrepreneurs qui sont amoureux un peu de leur idée, de leur projet. Pour autant, c'est pas un projet qui a du potentiel. À quel moment on se rend compte que notre projet, bah, il faut peut-être le lâcher pour essayer un autre projet? Alors là on entre sur vraiment des qualités humaines. Tu as des porteurs de projets qui sont tellement amoureux de leur idée qu'ils lâchent rien. Alors ça peut être très bien, ça peut être aussi très mauvais. Parce qu'en fait, des fois, il faut savoir être capable d'écouter les retours. Si au bout de quelques années, t'as toujours pas ta preuve de concept, t'as toujours pas de traction, t'as toujours pas de chiffre d'affaires, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Soit t'arrêtes, soit tu pivotes. Et c'est là aussi la capacité de remise en question. Moi, je me fais tabasser, hein. D'ailleurs, je suis coaché. J'ai un coach qui me tabasse régulièrement sur mon organisation du temps, sur mes enjeux, sur mes challenges, sur mon organisation, sur ma priorisation. J'en passe et des meilleurs. Faut être capable de prendre des coups et surtout de les encaisser. Et malheureusement, tu vois, tu as certains entrepreneurs, et moi, c'est ces genres d'entrepreneurs avec lesquels j'ai plus envie de travailler, ou j'ai pas envie de travailler, ou tu vois, tu te mets le doigt sur quelque chose qui va pas. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Écoute, on se revoit dans 4 ans, tu seras au même point, mon coco. Écoute, ou dans 5 ans, ou dans 6 ans. Écoute, voilà, bon chance, tu vois, pour faire une petite parenthèse, ceux qui ont peut-être la référence, tu vois, bon chance. Là, good luck. Bonne chance à toi. Nous, clairement, chez Lamine et aussi chez Tyrock, on s'est fait tabasser sur plein de sujets, on s'est remis en question et on a eu des fois des retours clients, des retours de partenaires sur des choses où on devait s'améliorer. Et nous, au contraire, on allait chercher ça, on allait chercher les retours. Et moi, ça m'arrivait des fois, tu es en mode, oui, Romain, bon, je vais te dire quelque chose, prends-le pas mal. Je dis, mais arrête, t'es pas crétin. Vas-y, direct, straight to the point. J'aime ça, vas-y, moi, je suis sur une de boxe, je veux prendre des coups. Parce qu'en fait, c'est ça qui va m'endurcir, c'est ça qui va me rendre plus fort, tu vois. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir quand tu es entrepreneur. C'est cette capacité de remise en question et de savoir écouter un petit peu les signaux forts et les signaux faibles. Et il y a un moment donné, le marché n'est pas là, tu trouves pas forcément ta voie. C'est peut-être qu'il faut pivoter, peut-être que c'est pas sur le bon marché. Enfin, il faut se poser des questions. Est-ce que tu as un temps spécifique où tu te dis, par exemple, pendant autant de mois, je vais poncer, essayer, et si ça fonctionne pas, j'arrête, ou est-ce que c'est vraiment l'expérience client qui te dit, Bah, oui, les deux. Déjà, nous, on est vraiment en mode test and learn. On apprend en marchant. C'est vraiment notre philosophie chez Lamine. Tu vois, je dis souvent, tu vois, alors c'est encore une punchline que j'aime bien dire, c'est un esprit brillant qui reste assis ira toujours moins loin qu'un con qui marche.
Tu vois, c'est punchline, mais des moments donnés, tu te poses des questions sur ton marché, tu théorises, etc. Va rencontrer ton marché. Ok, tu veux proposer, imaginons, une solution révolutionnaire pour les comptables. Travaille pas sur ton projet pendant un an et va voir les comptables après. Parce que peut-être ça n'a rien à voir avec leurs besoins. Hmm. Va chez les comptables, va leur demander ce qu'ils ont besoin, va poser une question à ton marché, va sur ton marché directement. Et nous, chez l'AMI, c'est ce qu'on a fait. Directement, on est allé à notre marché. Et puis, bah, petit à fur et à mesure, on s'est adapté. Donc, on a effectivement ce côté-là. Et puis, effectivement, nous, on travaille quand même vraiment en méthode agile. On travaille avec des sprints. Donc, il y a des moments donnés, on va focus sur certains sujets. D'autres moments, on va focus sur certains éléments. Et on a vraiment une sorte de boucle rétroactive avec des rétrospectives. On se fait des points, on se fait des briefs. Donc on a des briefs sur nos différentes verticales. Et du coup, c'est vraiment un processus effectivement d'auto-amélioration continue. Donc effectivement, on a un petit côté en mode un peu créatif. On avance un petit peu et on voit ce qui se passe. Et on a quand même effectivement des boucles régulières où on se pose autour d'une table. Ok. On a fait ça, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'on a eu la bonne vision, est-ce que. Et là, par exemple, là, bah, fin 2024, on s'est posé avec mon associé Éloi sur la mine, et clairement, on a appuyé pile où ça faisait mal, tu vois, sur les choses qui étaient pas bien faites, sur les choses à améliorer, etc. Et puis bah, après, on retrousse nos manches, et puis bah, on s'améliore. Ouais, bah c'est ça, c'est entrepreneuriat, c'est ça. Et alors, dans tout ce que tu dis, j'ai plein de questions qui me fusent dans la tête. Tu parles que voilà, pendant une semaine, tu peux être tout seul derrière ton ordi, etc. Est-ce que tu as un process, on va dire, pour vie privée, vie taf, ou comment? Parce que je sais que moi, personnellement, je peux travailler acharnément, et mes proches vont me dire, attends, lève le pied un petit peu, etc. Est-ce que toi, tu arrives à faire cette différence ou pas? Bah, je suis obligé. Je suis coaché. J'ai mon Ok. coach, du coup, bah, qui m'entendra sûrement dans le podcast. Oui, évidemment. Évidemment, bah, si tu veux, moi, à la base, j'étais vraiment comme toi, tu vois, 7h, 23h. Mince, j'ai oublié de manger, machin, et tellement passionné, et puis ouais, j'ai pas le temps, je bosse, je bosse. Et en fait, je me suis rendu compte que less is more, comme disaient les Américains, c'est-à-dire faire moins, mais mieux. Et en fait, c'est une fausse idée que de penser que de travailler 12 heures par jour, 7 sur 7, c'est être le plus productif possible. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Et donc, effectivement, bah, du coup, dans notre processus de coaching avec mon associé, d'ailleurs, bah, du coup, notre coach, pour ne pas le citer, c'est du coup le père de mon associé Éloi, donc c'est Bertrand de Mersman, qui est Mhm. super coach. Enfin, moi, il m'a changé la vie, clairement. Il m'a vraiment bousculé dans mes démarches et dans mon fonctionnement. Et du coup, bah, il m'a poussé à segmenter en mode, OK, Romain, tu dors combien de temps? Combien de temps tu mets pour manger? Combien de temps tu mets pour ta sociabilisation? Combien de temps tu mets pour ceci, pour cela? Et du coup, j'ai vraiment réparti ma vie, je l'ai timé. Et du coup, bah là, effectivement, vraiment, bah, tu vois, la semaine dernière, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps sur le networking parce qu'on était à l'événement CryptoXer. D'ailleurs, je salue Maxime Chéry. Bon, je fais quelques petites dédicaces, mais comme tu as vu, je suis assez corporate et j'aime bien aussi faire des coucous à des personnes qui me tiennent à cœur. Donc, Maxime qui a organisé l'événement CryptoXer. Bon, là, c'était un gros, gros marathon de networking. Bon, je sais que j'ai mis beaucoup de temps sur le networking. Bah, du coup, je vais contrebalancer en faisant moins cette semaine et les semaines suivantes. J'ai donné cours en école supérieure. Bon, c'est pareil. Début de semaine prochaine, début de semaine dernière, je vais contrebalancer. Donc, c'est vraiment essayer de trouver un équilibre. Il y a une semaine, ouais, tu vas être peut-être très focus sur le boulot. La semaine dernière, j'ai pas vu clair. Enfin, des amis qui m'avaient appelé, j'étais quasiment incapable de leur répondre. Bah là, cette semaine, je vais être plus de temps, je vais contrebalancer. L'idée, c'est vraiment d'avoir un peu, entre guillemets, un cap, une vision sur comment s'équilibre et s'articule ta vie, un peu, entre guillemets, la répartition de ta vie idéale. Tu sais, c'est un peu comme dans les jeux vidéo Les Sims. Tu vois, tu as un temps de travail, tu as un temps pour manger, etc. Et en fait, si ta barre de manger diminue, bah, dans les Sims, c'est moins productif. Dans la vie, c'est pareil. Hein. La vie, c'est comme les Sims. Et du coup, maintenant, tu vois, quand je suis dans ma vie au quotidien, je réfléchis en mode, ah ouais, bah là, niveau social, j'ai un peu diminué ma barre de progression. Bah, du coup, il faudrait peut-être que je revoie des gens, parler de choses qui n'ont rien à voir avec la blockchain, la crypto-monnaie, rien à voir avec l'entrepreneuriat, pour recharger mes batteries, reprendre de l'énergie pour être meilleur dans le business. Donc, effectivement, le tout, c'est vraiment d'avoir une vision, un cap sur ton équilibre de vie optimal, même si tu sais très bien qu'en fait, tu vas jamais être optimal sur toutes les semaines. Hmm. Mais du coup, tu vas te réadapter, tu vas réajuster d'une semaine pour que dans l'idée, à la fin de ton année, bah, tu as un équilibre global entre ces différents enjeux. Ok. Donc toi, tu es plus dans l'équilibre et pas dans le côté, parce qu'il y a des entrepreneurs qui
qui prônent le fait d'être excessivement dans le travail pendant X mois et excessivement dans le repos pendant autre mois. Toi, tu es plutôt équilibre. Bah alors moi ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis voilà, enfin il y a pas vraiment de règle. Mais en tout cas s'enfermer pendant 3 mois, pendant 6 mois, Ouais, non. bon chance quoi. Non non moi c'est pas mon délire. Enfin on est des êtres humains quoi. L'être humain est avant tout un animal. On a besoin de vivre en société. On a besoin de rencontrer des gens. Donc s'enfermer dans la cave. Pourquoi pas si t'as un gros enjeu et qu'il faut bosser dur pendant 3 mois. Ça m'est déjà arrivé hein, et ça pourrait peut-être m'arriver demain. Pourquoi pas. Mais vraiment si c'est indispensable et nécessaire. Moi, je suis plus sur une sorte d'équilibre constant, tu vois. On a besoin d'une vie sentimentale, d'une vie sociale. On a besoin de travailler. Enfin, pour moi, on a besoin d'un équilibre. Ok. Et donc, avoir un équilibre, ça nécessite aussi de déléguer certaines tâches. À quel moment tu peux décider de déléguer et comment tu arrives à bien déléguer? Bah déjà, avec avec mes associés, tu vois, l'idée c'est on s'est réparti les tâches, on s'est dit bon bah quelles sont nos différentes casquettes, qui a la charge de ça et de ça. Bon, ça veut pas dire que si toi tu as telle casquette, tu vas faire que ça et ton associé va pas le faire, mais en tout cas tu en as la charge, tu en as la responsabilité. Donc effectivement, il y a un moment donné, il faut savoir déléguer. De la même manière, nous il y a des choses aujourd'hui qu'on n'a plus forcément envie de faire pour raison X, Y ou Z. Donc on travaille avec des partenaires sur lesquels en fait on va leur adresser certains enjeux sur lesquels nous, effectivement, on préfère pas travailler. Et donc, finalement, c'est une question de leadership. C'est-à-dire, pour moi, un bon leader doit savoir déléguer et doit savoir comment le déléguer, quoi déléguer et avoir un suivi de ce que tu délègues. Et après, il y a aussi un enjeu qui est pour moi indispensable. Tu ne délègues que ce que tu es capable de maîtriser toi-même. Et là, je remets allez, un coup de pied dans la fourmilière. Quand je vois dans le milieu des startups, bon, je ne citerai personne parce que je vais rester corporate, mais c'est pas le but aussi. On n'est pas là pour ça. Mais quand je vois dans certaines startups, tu vas utiliser des alternants pour faire le sale taf et pour les utiliser comme entre guillemets des esclaves ou comme une force vive, bah, déjà en termes de valeur humaine, non. Premièrement. Deuxièmement, en fait, tu vas passer encore plus de temps sur le manager, etc. Et c'est pas bon. Et en fait, les alternants sont avant tout là pour apprendre. Donc, tu ne délègues que ce que tu es capable de faire. Donc, moi, je vais jamais prendre, par exemple, tu vois, j'ai pas amusé à prendre un alternant en développement, je sais pas, développement de blockchain, si moi, je sais pas forcément développer. Tu vois, ça Hmm. n'a pas de sens. Tu prends pas un alternant ou un stagiaire pour faire les choses que tu n'es pas capable de faire. Après, si tu as un directeur technique externalisé, par exemple, que tu payes pour pouvoir accompagner, ça peut encore s'entendre. Mais tu ne délègues que ce que tu es capable de faire. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi indispensable. Et pour avoir vu moi-même et l'inverse, clairement, c'est pas un gain de temps et c'est pas productif de déléguer des choses sur lesquelles t'es pas toi-même expert. Tout comme, et je finis là-dessus, déléguer, ça peut être aussi à ChatGPT, à l'intelligence artificielle. Clairement, moi, j'ai délégué de la production de contenu sur LinkedIn. Enfin, je vais mettre de ChatGPT pour m'aider à créer du contenu. Je vais mettre de ChatGPT aussi pour mon contenu des contenus de webinaire, des contenus de cours. Mais j'utilise pas ChatGPT de manière bête et méchante. C'est-à-dire, moi, je sais à la fin ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et j'ai l'expertise. Donc, si tu veux, ce que ChatGPT, ce que je lui délègue, moi, derrière, je peux retoucher les bêtises qu'il a dit. Par contre, tu me dis, écoute, Romain, fais-moi un cours sur les technologies spatiales. Je vais déléguer quelque chose que je connais pas, et ChatGPT va me raconter plein de bêtises. Du coup, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est de se dire, garde la preuve, pour moi, ChatGPT, c'est le meilleur alternant, c'est le meilleur assistant au monde. Si je lui délègue des choses sur lesquelles j'ai pas des compétences, il va me sortir n'importe quoi. Et du coup, en fait, je vais passer pour n'importe qui. Par contre, si j'ai les compétences, en fait, ChatGPT va juste me faire gagner du temps, mais j'ai les compétences derrière pour rectifier le tir. On ne délègue que ce qu'on est déjà expert. Point. Ouais. Et pour revenir un peu sur ChatGPT, ça fait peur à beaucoup de monde. Ils ont l'impression que, enfin voilà, c'est pas des hypothèses en l'air, dans le vent. C'est oui, ChatGPT, ça peut rendre idiot des personnes qui, au lieu de travailler à l'école, vont tout faire sur ChatGPT. Alors peut-être que ça va faire un gap entre les personnes plus tard qui vont utiliser ChatGPT ou l'IA de manière générale, de manière enfin, voilà, abusive et se rendre un peu idiot, et les personnes qui vont utiliser l'IA d'une manière productive et justement ça décuple les moyens. Pour toi, tu penses que c'est un risque
Alors du coup, j'ai deux réponses à te donner parce que tu as soulevé un petit peu de deux enjeux. Le premier, j'ai 37 ans. À l'époque, on faisait quoi? Quand on avait le bac blanc, on allait regarder les résumés. Et moi-même, bon bah, coucou à mes profs de l'époque s'ils me regardent. Bon, on allait choper les résumés et puis on faisait déjà pareil. Et avant, l'époque d'avant, l'époque de mes parents, ils allaient à la bibliothèque. Enfin, il y a toujours eu des combines. Donc on changerait pas le monde. Enfin, c'est juste que les combines changent. Donc ça, j'ai envie de dire, ça change rien. Et même moi, j'ai envie de te dire, si la personne elle est assez maligne pour avoir une bonne note avec ces combines-là, j'ai envie de te dire, peut-être qu'elle aura peut-être pas développé les compétences pour le bac blanc français ou autre ou machin. Par contre, elle a développé des compétences entre guillemets d'intelligence d'adaptation qui seront très utiles dans le reste, tu vois. Pour moi, c'est du gros hacking, tu vois, quelque part. C'est hacker la croissance. C'est, ok, je dois avoir un résultat. Quels sont les moyens pour arriver à ce résultat? Honnêtement, pour moi, j'ai envie de te dire, bah, pour moi, c'est preuve de quelqu'un qui est malin. J'ai envie de dire, bon, attention aux étudiants qui nous regardent, hein, je dis pas allez truander vos mémoires avec ChatGPT, mais voilà, c'est un outil qui existe, utilisez-le, abusez-en. Donc pour moi, ça change pas. Enfin, c'est juste les moyens qui changent, mais ça existait déjà avant et ça existera toujours. Et après, effectivement, il y a un point que tu soulignes et qui est pour moi super important. Et moi, je le vois très très peu évoqué par les différents influenceurs, les différents conférenciers sur l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est le gros enjeu de l'innumérisme. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que tu as un gap qui est déjà existant et qui va se créer entre les personnes, tu vois, qui ont les facilités à l'usage d'Internet, des outils numériques et les autres. Et pour moi, il y aura plus de milieu, entre guillemets. Tu auras soit des personnes, entre guillemets, qui vont être complètement larguées, ou alors tu aurais soit des gens qui étaient déjà compétents et qui vont être dire encore plus brillants, tu vois. Et moi, quand je vois des personnes âgées qui ont, par exemple, du mal à remplir leurs impôts sur Internet, ça existe encore. Quand tu vois des personnes qui sont en milieu précaire, qui n'ont pas les moyens de payer un abonnement Internet, quand tu vois des personnes qui sont en France dans des zones blanches où ils ont encore un débit éclaté au sol, ils ont pas la fibre, comme on est censé nous promettre la fibre pour tout le monde en France, ben ouais, mais du coup, ça va créer un fossé entre les deux. Et moi, c'est ça aussi qui me fait peur. C'est vraiment encore plus creuser l'écart entre finalement des personnes qui sont en fond dans le numérique et des autres. Et ça, c'est aussi un enjeu, moi, qui me tient vraiment à cœur pour avoir travaillé dans le milieu de la santé, en ayant été aussi d'un milieu, moi je suis issu d'un milieu ouvrier, tu vois, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Donc, moi, j'ai aussi envie de comment dire, que le monde tende vers le meilleur. ChatGPT est un très bon outil, mais je voudrais pas que ce genre d'outil finalement creuse trop l'écart entre des classes sociales ou entre des personnes qui sont à l'aise au niveau numérique et les autres. Parce que de toute façon, ceux qui ont peur aujourd'hui de ChatGPT, c'est ceux qui seront remplacés. Ceux qui se disent OK, ChatGPT, mais faut gagner du temps, c'est eux qui vont être à l'avant-garde. Donc en fait, moi j'ai envie de dire, ChatGPT, si c'est un danger pour certaines personnes, c'est peut-être qu'entre guillemets, effectivement, ils seront remplaçables. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, et ça, moi j'y peux rien, on n'arrête pas une révolution. Tu vois, ceux qui étaient sur des chevaux, avec des carrioles avec des chevaux, la voiture est arrivée. Ok, la voiture, ouais, c'est pas bien, c'est machin, mais la voiture s'est imposée. Et ça, moi j'y peux rien, t'y peux rien, c'est le sens de l'évolution. Quand Uber est arrivé, les taxis n'ont pas dit super, les Uber arrivent. Quand Airbnb est arrivé, les hôtels ne se sont pas dit génial, Airbnb arrive. Bah non, bien sûr, c'est un concurrent direct et frontal. Le sens de l'évolution, on peut pas, enfin, c'est compliqué d'aller contre le sens de la marche. Les outils sont là. Soit on va contre et on s'enferme dans une grotte, soit on utilise ces outils et on essaye quand même de les améliorer au niveau éthique et on essaye aussi de les utiliser à bon escient. Et ça, c'est aussi un enjeu. Donc, de toute façon, pour moi, ChatGPT est là, l'intelligence artificielle est là, faisons avec. Ouais. Mais faisons mieux avec. Il y a un enjeu d'éducation aussi derrière, essayer de plus rapidement possible, enfin, sans tomber dans un tout numérique où les enfants, certes, ils ont besoin de lire des livres plutôt qu'être à fond sur des ordi, etc. Et oui, il y a un enjeu complètement de... Parce que la plus grande inégalité, c'est l'inégalité à la naissance. Clairement. Et l'école, elle est là pour justement essayer de diminuer cette inégalité. Donc, ouais, faudrait qu'on essaye au moins je sais pas, école, collège, mais essayer d'éduquer sur toutes ces nouvelles technologies. Surtout d'apprendre à apprendre.
Apprendre à apprendre, ouais. Parce que, bon, bah, tu vois, moi, à l'époque, on m'a appris que les États-Unis, c'était les gendarmes du monde. Puis après, j'ai compris qu'ils ont lâché des bombes nucléaires volontairement sur les Japonais. Bon, t'as vu, j'ai quand même lâché pas mal de punchlines là aujourd'hui, mais bon, Ouais, mais c'est aussi mon tempérament. Moi, je suis quelqu'un de cash. J'ai appris que les Américains, ils étaient pas si gentils que ça. Que quand t'étais pas content avec eux, bah, en fait, ils t'emmenaient l'US Army, ils te lâchaient des bombes dessus. Et j'ai appris finalement aussi à démonter ce qu'on m'avait appris à l'école. Et en fait, c'est ça aussi, c'est comment apprendre à apprendre. Et moi, tu vois, du coup, ce que tu me dis, ça m'a rappelé. Je me suis fait un flashback aussi de mon passé. Moi, quand j'ai eu mon premier ordinateur, c'était finito. Ma mère, elle me voyait plus. J'étais là, et à l'époque, certains de nos auditeurs peut-être s'en rappelleront, on avait Encarta. Encarta, c'était une encyclopédie numérique, tu mettais des CD, et moi j'étais là, ok, les animaux, les machins, et plutôt que d'avoir un livre, plutôt que d'aller à la bibliothèque, j'avais tout sur ordinateur. Et en fait, j'ai poncé tout Encarta. Mais je crois que je crois même que je connais tout Encarta de l'époque par cœur. J'ai tout poncé en long, en large, en travers. Et après, quand Internet est arrivé, moi je demandais à ma mère, je dis, oh, maman, je veux Internet, etc. Oui, mais Romain, enfin, c'est bon, t'as des CD. T'es en mode, tu sais comment, à l'époque, tu vois, t'as des CD-ROM, Romain, y a pas besoin d'Internet. Oui, j'ai dit, mais non, mais c'est comme des CD-ROM, mais c'est en live. C'est comme la blockchain, ça sert à rien, l'intelligence artificielle, ça sert à rien, tu vois. C'est marrant comment, en fait, finalement, chaque révolution, c'est à peu près la même chose et les mêmes enjeux que tu dois démocratiser, faire comprendre aux gens l'intérêt. Et du coup, moi, j'avais Internet, mais entre guillemets, moi, ce que j'explique, c'était dans cette fameuse conférence TEDx, c'est que j'avais la bibliothèque de Babylone en live. J'étais là, je pouvais cliquer, j'avais toutes les réponses au monde entier. J'étais là, c'était génial, tu vois. Et l'une des meilleures compétences que j'ai développées dans ma vie, c'est l'art et la manière de bien poser les bonnes questions à Google et d'avoir les bonnes réponses. Je me souviens à l'époque, quand j'étais en train de bosser, quand j'étais étudiant dans le milieu de la santé, et même quand j'étais au lycée, tu vois, on avait des fois des recherches à faire. Et moi, j'étais au bout de... Enfin, tu vois, j'étais en mode fainéant. D'ailleurs, je suis encore un gros fainéant entrepreneur. Les meilleurs entrepreneurs sont des fainéants. Minimum d'action, maximum de résultats. Et moi, j'étais là, tac, et j'avais déjà trouvé les réponses aux recherches, les articles. Je me disais, Romain, comment tu fais? Bah, j'utilisais des recherches booléennes, j'utilisais des mots-clés, et j'avais compris comment poser les bonnes questions à Google pour avoir les meilleures réponses. J'arrivais à te sortir des PDF, j'arrivais à trouver des articles de presse. Et moi, j'étais là, au bout de 5 minutes, il y en avait qui bossaient pendant 2 heures. Mais au bout de 5 minutes, voilà, j'avais toutes les recherches. Je dis, voilà, moi, j'ai fait mon travail, maintenant, on synchronise les forces. Et du coup, ChatGPT, pour moi, c'est un peu comme une surcouche de Google. Ça nous permet finalement d'aller plus loin. Mais c'est pareil, hein, tu poses une question, enfin, tu poses un prompt, tu vois, donc un prompt pour nos éditeurs qui ne connaissent pas, c'est entre guillemets un peu l'art et la manière de poser des questions à ChatGPT. Et en fait, si tu poses une question très basique, il va sortir un truc très basique. Par contre, moi, tu vois, ChatGPT, bah, j'ai mon Romain GPT. Tu vois, je vais expliquer mon branding, je vais expliquer mes valeurs humaines, je vais expliquer le temps que j'emploie dans mes posts LinkedIn. Donc, en fait, je vais donner pas mal de data. Et du coup, moi, des fois, je le challenge. Et pareil, tu vois, des fois, je lui demande de créer du contenu. Je lui dis, voilà, note ton propre contenu sur 20 avec 5 critères pertinents et propose-moi des pistes d'amélioration. Donc, du coup, il me crée le contenu. Après, il se met lui-même une note et il propose des pistes d'amélioration. Donc, je le challenge. Et en fait, c'est vraiment un jeu de chat de la souris. Et au fur et à mesure, j'arrive à avoir des choses qualitatives. Effectivement, si tu dis, bah voilà, sors-moi le meilleur repas vegan, tu auras un truc basique. Par contre, tu lui dis, bah voilà, moi je fais tel poids, je fais telle taille, j'ai tel âge, voici ma pratique de sport, nanana, tu donnes plein d'informations. Je suis allergique à ça, j'aime bien tel ou tel type de repas, propose-moi le meilleur repas pour un vegan. Bah là, tu auras vraiment quelque chose de super adapté. Donc vraiment, c'est ça, c'est l'art et la manière finalement de poser les bonnes questions à Google ou maintenant de poser les bonnes questions à ChatGPT qui vont donner les meilleures réponses. Ceux qui disent que ChatGPT ne sert à rien, c'est juste qu'ils ne savent pas l'utiliser. Point. Oui, bien sûr. Tu utilises la mise en situation de ChatGPT, par exemple, tu es CMO de... Bah oui, ouais. évidemment. Ça, c'est Évidemment, ok. tu es l'un des meilleurs copywriters du monde, tu as une énorme communauté sur LinkedIn, nanana. À partir de ce moment-là, tu seras nanana. Après, pareil, des fois, je lui donne des contraintes, je lui donne des objectifs, des fois, je lui donne du contenu. Donc, ouais, effectivement, c'est effectivement des stratégies que j'utilise. T'as un prompt type où tu... Alors, c'est ma vision des choses. Et encore une fois, je ne suis pas expert IA. Il y en a qui font mieux que moi. Après, ouais, j'utilise le l'IA quasiment du matin au soir. Mais
Mais tu vois, je vais pas être le gars en mode, tu vois, comme certains que je ne nommerai pas, mais hier ils étaient consultants blockchain, ils se lèvent le matin, ils sont experts IA juste parce que c'est la mode. Et moi, c'est un truc voilà oh, qui me, qui me chagrine un petit peu. Mais en fait, pour moi, l'époque du prompt qui fait 250 lignes, elle est finie. En fait, c'est vraiment l'art plutôt de l'individualisation. Effectivement, j'utilise souvent des pré-prompts. Mais en fait, après, c'est plus la manière de rechallenger une prompt. Oui. Et en fait, c'est la discussion que j'ai avec le ChatGPT qui m'arrive à la fin avec un bon résultat. À l'époque, tu vois, t'en avais, j'ai les 2000 meilleurs prompts du monde entier, du machin. Enfin, arrêtez les bêtises. En Ouais. fait, là, c'est plus la manière d'individualiser. Et d'ailleurs, même, du coup, je vais un peu élargir sur, au-delà de ChatGPT. Pour moi, on est encore là dans une ère de l'IA généralisée, mais on va rentrer dans une ère d'une IA individualisée. C'est-à-dire, en fait, on aura tous, entre guillemets, notre IA individuelle où tu vas donner tes propres datas. Bon, moi, j'espère aussi qu'on ira sur un mélange d'IA et de blockchain où tu pourras être possesseur de tes propres datas et tu les enverras pas à OpenAI. Mm. Parce que ça, c'est aussi un vrai enjeu. Donc, il y a aussi là des IA qui sont en train de se lancer, qui sont avec la blockchain, où du coup, tu détiens tes propres datas, et c'est pour moi un enjeu qui est important. Tu auras du coup l'IA pour les RH, pour le management, tu auras une IA pour les comptables, tu auras une IA pour les avocats, tu auras une IA pour les startups, etc. Et du coup, pour moi, on va rentrer plus dans une ère de segmentation. Donc, tu vois, foisonnement, voilà, ça part dans tous les sens, c'est généralisé. Deux, segmentation, on va avoir des IA pour moi individualisées en fonction des différents besoins. En Ouais. tout cas, c'est ma vision des choses. Ouais. Pour revenir sur ChatGPT, c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est une IA conversationnelle et du coup, c'est pas un moteur de recherche. Enfin, voilà. J'avais une autre question pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure. L'importance de bien s'entourer. Et donc toi, à 2 fois, tu t'es associé avec des personnes. Est-ce que tu as des conseils, des retours d'expérience sur la manière de bien s'associer? Comment tu trouves tes associés? Est-ce que c'est tes amis à toi que tu... Alors, Non? non. Enfin, la plupart des entrepreneurs que je connais diront la même chose. On ne s'associe pas avec ses amis, ni avec sa famille. Bon, il y a des contre-exemples, hein, mais tu fais passer l'affect avant, c'est compliqué. Par contre, faire du business, voir qu'on travaille bien ensemble, après devenir partenaire, devenir ami. Dans ce sens-là, pour moi, c'est mieux. Et en tout cas, moi, dans l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pas forcément vraiment de conseils. Pour moi, le seul conseil que je peux donner, c'est que ça doit être évident. Mm. Tu vois, c'est compliqué de trouver tu vois, sa copine, c'est encore plus compliqué de trouver son associé. Bon, moi, copine, je suis célibataire, preuve en est que c'est compliqué, mais en tout cas, j'ai la chance, en tout cas, mon côté sentimental, j'ai peut-être moins de chance qu'en entrepreneuriat, mais peu importe, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais ouais, côté business, par contre, ouais, j'ai la chance d'être entouré vraiment d'entrepreneurs et d'associés vraiment qui sont géniaux. Pour moi, c'est vraiment quand à un moment donné, tu vois, tu sens que tout est aligné, les valeurs humaines, quand, bah, tu vois, bon, bah, par exemple, là, à Cryptoxer, on avait fait un event, on s'est retrouvé à trois, là, avec bah, Fabien et Éloi, de mes associés chez Tyrock. On s'est trouvé à parler tu vois, de l'évolution du monde, et tu vois, un peu, est-ce qu'on va aller dans la dystopie ou l'utopie? On est en train de se poser la question avec les puces dans le cerveau, Mm. avec l'IA mélangée à la blockchain, etc. Est-ce qu'on va devenir des demi-dieux? Enfin, parti sur des délires. Et vraiment, on se marrait, tu vois. C'est des discussions, clairement, enfin, tu les mets là, ici, dans le podcast. Les gens, ils font un AVC, c'est une du nez, ils disent, mais ils sont fous, ces gens-là. Mm. Et nous, on est en train de se marrer à refaire le monde, à se poser la question comment le monde va évoluer. Et clairement, quand tu es capable d'avoir ce genre de discussion-là avec tes associés, c'est que tu es avec les bonnes personnes, tu vois. Et quand c'est fluide, tu vois, j'ai envie de te dire, tu vois, j'ai fait un peu pareil avec une équipe de foot. Tu vois, quand tu es là sur le terrain, et en fait, t'as même pas besoin de regarder, tu vois, l'attaquant. Tu sais que l'attaquant, il arrive, tu fais la passe sans regarder, et qu'en fait, l'attaquant, il arrive, il met le but. En fait, quand c'est comme ça, quand c'est naturel, quand c'est fluide. En fait, avec tes associés, ça doit être fluide. Comme en couple, comme en amitié. S'il y a des points de friction, ça peut pas aller. Je veux dire, en couple, à la limite, ça va, tu changes de gonzesse, c'est pas grave. Les amis, ça va, ça vient. Associé, changer d'associé, ça peut vite aller au tribunal. C'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup d'énergie. Donc, mal choisir ses associés, ça peut vraiment avoir des gros impacts. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Et moi, j'ai toujours, prenons le temps de se tester, de voir. Tu vois, par exemple, côté Tyrock, bon, j'ai annoncé officiellement là au mois de janvier.
ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on se parle, qu'on discute, etc. L'annonce, elle s'est faite au mois de janvier, mais on travaille en coulisses depuis pas mal de mois, tu vois. Moi, je viens juste de l'annoncer. Et effectivement, on s'est testé, etc. Et avant de mettre sur papier, ok, on lance deux pactes d'associés, on constitue la société ensemble, ben, on a vu vraiment si on était compatible et si on était complémentaires aussi. Parce que, comme je dis aussi souvent, tu vois, je fais parler avec une équipe de foot, tu vois, le PSG, ils ont les plus grandes stars, pourtant ils n'ont jamais gagné une seule Ligue des Champions. Et à contrario, tu vois Didier Deschamps, quand il est. Enfin, où est par exemple Aimé Jacquet, Didier Deschamps, de toute façon, c'est la même suite qu'Aimé Jacquet, la même valeur. Aimé Jacquet, il n'avait pas choisi à l'époque de la Coupe du Monde 98, il n'avait pas choisi Cantona, il avait fait des choix, il n'avait pas choisi Ginola, parce qu'en fait, il choisissait plus la cohésion d'équipe plutôt que d'avoir les grands noms. Alors que Cantona méritait 1000 fois d'être là, parce que, enfin, techniquement parlant, il était meilleur que Dugarry sur le terrain. Mais Dugarry était copain avec Zidane et voilà, il apportait peut-être quelque chose de différent dans le vestiaire. Et donc vraiment, il faut jouer sur la complémentarité plutôt que uniquement les entre guillemets des grands noms ou des personnes des fortes tests. Donc il faut vraiment pour moi jouer sur la complémentarité. C'est vraiment un enjeu. Et tu vois le bon exemple, tu vois, c'est que que ce soit Fabien, Eloi et moi côté Tyrock ou Eloi et moi-même chez Lamine, on est ultra complémentaires, tu vois, et on n'a pas les mêmes verticales, on n'a pas les mêmes expertises, et en fait c'est ça aussi qui fait notre force. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment vous avez structuré, enfin pas structuré, mais de quoi s'occupe Fabien, de quoi s'occupe Éloi et de quoi toi tu t'occupes chez Tyrock? Bah ouais, en fait, du coup, bon, après on a différentes casquettes sous les casquettes, mais très simplement, Fabien c'est le CEO, c'est le visionnaire, c'est lui qui impulse le cap, c'est lui qui fait tous les calculs, etc. C'est lui qui va qui va aller au-devant des investisseurs. Tu vois, c'est entre guillemets, c'est notre champion, tu vois, c'est le big boss, c'est lui qui va vers l'avant, etc. Donc ça, c'est un peu le rôle du CEO, c'est lui aussi qui va aussi un peu nous challenger sur la partie managériale, même si bon, c'est nous aussi qui donnons des conseils pour avoir son leadership, etc. Et voilà, on se challenge tous les uns les autres, mais donc lui, il a vraiment ce rôle-là, vraiment de fondateur et d'impulser une vision et d'aller au combat, hein. Clairement, c'est notre combattant. Éloi, lui, il va plus avoir le rôle de Chief Revenue Officer, donc lui, il va s'occuper un petit peu de la roadmap financière. C'est lui aussi, tu vois, qui va être celui qui délivre énormément. Éloi, c'est une machine de guerre, tu vois. Il est capable de te sortir un pitch deck, même pendant 2 3 heures. Tu vois, Éloi, c'est un peu notre outil, tu vois. Lui, il parle pas. Enfin, tu dis, fais ça. T'as même pas le temps de lui parler, il te l'a déjà délivré. Donc c'est vraiment, il est très 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 fort là-dessus. Et moi, j'avais vraiment plus la casquette de chef marketing. Donc tu vois, vraiment avoir la vision sur la partie marketing, sur la partie go-to-market. Après, j'ai aussi un gros rôle sur la partie network. Parce que depuis toutes ces années, j'ai quand même développé un réseau d'affaires et de confiance qui est quand même assez solide, que ce soit avec des business angels, que ce soit avec des avocats, des porteurs de projets, etc. Donc je mobilise aussi tout ce réseau. J'ai aussi quand même une certaine influence dans le sens où j'ai quand même développé une belle communauté sur LinkedIn. Donc forcément, je vais me servir aussi de cet espace publicitaire, entre guillemets, qui est mon compte LinkedIn. D'autant plus là, depuis nouvelle année, j'ai eu le grand plaisir d'avoir le petit badge là, le fameux sésame LinkedIn Top Voice, que j'attendais plus. Enfin, je l'attendais même plus quand je l'ai vu arriver, c'est tombé par hasard. Je suis ah ouais super, j'étais super content. Bon, ça change rien à ma vie, hein, mais ça apporte surtout un argument d'autorité en mode bon ça veut dire que entre guillemets, tu produis du contenu de qualité. Donc j'aurai aussi ce relais-là, entre guillemets, pour être aussi l'homme sandwich et puis aller au-devant au-devant de la population pour pouvoir défendre ce projet. Donc voilà, on a les rôles qui sont à peu près bien répartis. Et après, l'idée pour nous, c'est aussi de commencer déjà à s'entourer d'advisors et de forces vives. Donc là, on a déjà quelques acteurs, quelques personnes qui, en coulisses et de manière officieuse, sont déjà sur le sujet et sont ultra chauds pour rejoindre notre projet. Je me suis découvert des amis d'ailleurs. Il y a des gens 10 ans après, ils m'ont dit, bon Romain, ton Web3, ta blockchain, t'étais bien mignon, mais là, Tyrock, l'immobilier, vas-y, dis-moi quoi, etc. Et ça suscite l'intérêt, il y a des personnes qui veulent rejoindre l'aventure. Donc si tu veux, on est en train aussi de préparer, de se dire, bon, si le moment voulu, on devra accélérer, entre guillemets, on a déjà des personnes qui commencent déjà à graviter autour de nous, qui commencent déjà à s'imprégner de notre valeur et du projet. Comme ça, le moment donné où on devra éventuellement grossir l'équipe, on pourra être armé et justement, en revenant à ce que tu disais à l'heure, on sera déjà prêt à déléguer. Parce que nous, c'est aussi dans nos process, tu vois, c'est de se dire, ok,
Mais comment tu fais en sorte de passer de 3 à 15? Est-ce que tu as des process pour maîtriser les outils que tu utilises en interne, les valeurs de l'entreprise, les codes de l'entreprise, ses valeurs humaines, etc. Donc l'idée, c'est vraiment pour nous, effectivement, aujourd'hui, effectivement, on est 3, entre guillemets, à tout faire. Enfin, officiellement. Officieusement, je te dis, il y a déjà des personnes en coulisses qui sont en train de s'activer. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir préparer la croissance et de faire en sorte de ne pas exploser en plein vol, mais au contraire de surfer sur la vague et de pouvoir faire des belles figures de surf, quoi. Ok. Ouais, avant qu'on se rencontre, je me demandais comment on arrive à vendre un tel projet. Enfin, comment on arrive à. Tu proposes des solutions immobilières sans passer par les banques. Je me dis, c'est dingue, le mec est CMO. Comment il fait? J'imagine que tu vas pas faire des campagnes sociales ads classiques. Bon, au fur et à mesure des échanges, j'ai compris un petit peu l'aspect communautaire, l'aspect preuve, l'aspect réseau. Est-ce que tu as d'autres conseils peut-être à donner? Comment on arrive à vendre un aussi gros projet aussi innovant? Bah, déjà, pas tout seul. C'est ça, faire jouer le réseau. Moi, je dis souvent, d'ailleurs, parenthèse, j'ai un pote dans l'immobilier qui m'a dit, Romain, tu sais quoi? Il y a 3 règles d'or dans l'immobilier. Un, l'emplacement, 2, l'emplacement, 3, l'emplacement. Et moi, je dis, dans l'entrepreneuriat, dans le milieu startup, il y a 3 règles d'or. Un, le réseau, 2, le réseau, 3, le réseau. Effectivement, on va pas aller tout seul. Donc, on pourrait éventuellement s'entourer d'agences immobilières qui pourraient être notre relais. Aujourd'hui, la situation, malheureusement pour elles sont pas forcément évidentes. Et l'immobilier est quand même dans une grosse crise sans précédent. Mm. Donc, pour le coup, bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On est pile poil time to market. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai point de douleur pour eux. Ils ont du mal à avoir des transactions et nous, on arrive avec une solution qui peut résoudre leurs problématiques et apporter plus de transactions immobilières. Donc nous, voilà, on va s'entourer de partenaires. Après, moi, j'ai aussi la règle, tu vois, enfin la vision effectivement aussi communautaire, d'ambassadeurs. Là, je te dis, on a des personnes déjà en coulisses, tu vois, qui en parlent autour d'eux. Je vais aussi créer une relation de confiance avec plein de potes dans l'écosystème où, en fait, juste pour me rendre l'appareil sur des services que je leur ai rendus, à un moment donné ou à un autre de leur carrière, bah, du coup, ils vont en parler à droite ou à gauche, ils vont en parler. Du coup, je me retrouve avec des contacts, bah tiens, je viens de la part de machin, etc. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment créer notre premier socle d'ambassadeurs qui vont être finalement notre première armée de soldats. Et après, tu as 100 ambassadeurs qui sont un peu les relais de ce projet. De là, après, tu peux avoir 1000 clients, etc., etc. Donc vraiment, c'est vraiment de travailler en cercle concentrique. Et au fur et à mesure, mais en fait, pour moi, c'est vision, c'est comme ça que ça va grossir. Ok. Et donc toi, tu es toujours chez la mine, enfin, Ouais. c'est toujours un projet qui fonctionne, vous avez Tyrock. Comment tu arrives à gérer les deux projets en même temps? Bah, coaching, hein, Coaching. organisation. Je sais que tel matin, je vais faire que du tie rock sur tel vertical. Tel moment donné, je vais faire que du lamine. Après, des fois aussi, ça se croise. Tu vois, je vais avoir des rendez-vous avec des personnes. Mais en fait, on va évoquer les deux sujets en même temps. Enfin, parce que du coup, elles me disent, bon, bah Romain, ouais, on parle de la mine, quoi, parce que voilà, porteur de projet Web3, et il va me demander, ok, Tyrock, moi ça m'intéresse aussi, je suis dans l'immobilier. Donc, si tu veux, les deux projets se nourrissent d'une certaine manière, et de la même manière que, en fait, depuis que j'ai annoncé aussi le projet Tyrock, il y en a beaucoup, tu vois, qui ont trouvé vraiment la proposition de valeur super sympa, et qui, du coup, reviennent vers moi, entre guillemets, pour être accompagnés chez la mine, en se disant, ah ouais, enfin, tu vois, Ouais, ça a c'est la apporté. confiance. Ouais, ça a apporté finalement de la valeur, tu vois, aussi à la mine en se disant, ah ouais, franchement, le projet Tyrock est vraiment super sexy. Et du coup, il y a des gens qui viennent me revoir aussi côté la mine. Donc finalement, les deux projets se nourrissent. Et après, c'est vraiment une question d'organisation, hein. Il n'y a que ça. Et du coup, on y arrive à jongler. Et après, si tu veux, on a aussi une question d'automatisation des process. Moi, on fait tout, on utilise beaucoup l'IA, le gros hacking, l'automatisation, etc. On fait vraiment le nécessaire pour arriver à nos résultats avec le minimum de moyens humains et financiers. Ça, c'est vraiment la stratégie Lean Startup. Il y a des super bouquins qui sont là-dessus. Lean Startup, c'est quoi? C'est minimum d'argent, minimum de moyens humains, maximum de résultats. Et donc, on est vraiment sur ces valeurs-là, que ce soit chez la mine et sur Tyrock, pour à 3 essayer de faire le travail de 8 ou de 10, quoi. Ouais, c'est clair, un euro, c'est un euro, même C'est sur des ça. gros projets. Ah ouais, mais moi j'ai une vision entrepreneuriale du bon père de famille, tu vois, mon mode, ok, bah, c'est un abonnement à 30 balles, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que pas, est-ce que si, est-ce que là?
l'argent, c'est de l'argent. Et surtout, même après, quand tu as levé des fonds, tu t'amuses pas à claquer de l'argent dans tous les sens. Tu vois, c'est pas ton argent, c'est l'argent de tes investisseurs. Donc, tu vois, il faut vraiment faire attention. Et c'est là aussi, moi, la différence pour moi que je vois entre certaines startups qui vont exploser en plein vol et d'autres qui vont être plus durables. C'est vraiment la gestion financière de bon père de famille. 1 euro, c'est 1 euro. Et même le temps. Tu vois, le temps, c'est de l'argent. Tu vois, l'événement CryptoXer, au départ, moi, j'étais pas trop chaud pour y aller parce que, tu vois, bah, il y avait la comptabilité à faire, la rentrée 2024, voilà, tous ces enjeux. Et puis, bah, quelle est la valeur de mon temps, tu vois pendant ce temps, je prospecte pas, je prospecte pas. Pendant ce temps, je fais pas d'autre chose. Puis j'ai tellement eu de feedback en mode, ouais, Romain, c'est l'événement de la rentrée, etc. C'est génial. On a fini par se décider, on y allait, on était super contents. Mais clairement, pareil, quand tu es en événement, c'est très bien, hein, tu sers des pinces, tu fais des bisous, mais pendant ce temps-là, qui répond aux mails, tu vois. Et moi, voilà, fondamentalement, là, clairement, bah, là, depuis lundi, enfin, déjà, je suis rentré dimanche dans le milieu d'après-midi. J'ai quasiment dormi tout un dimanche après-midi. Lundi matin, je me suis relevé, bah, ça y est, hein, tous les mails à répondre, les machins, et c'est reparti, t'as pas le choix. Donc, tout le temps ou entre guillemets bah voilà événements etc où c'est pas s'amuser hein, c'est du business mais du business fun parce que tu as aussi un petit côté chill tu vois tu partages des moments sympas avec des partenaires mais derrière bah il faut remettre entre guillemets le coup de force le lundi il faut y aller donc vraiment c'est une question d'organisation et de gestion du temps quoi il y a que ça il y a que ça il y a que ça. Quels sont tes outils préférés dans cette partie automatisation, process? On en a, je sais même pas combien. Je vais en citer quelques-uns. Bah déjà, pour la prospection automatisée sur LinkedIn, il y a Wallaxy qui est plutôt pas mal. Bon, j'en utilise d'autres, tu vois, et j'ai utilisé la grosse machine ou autre. Mais ça, c'est plutôt pas mal pour l'automation. C'est surtout pratique, tu vois, par exemple, quand tu fais un événement sur un webinaire, derrière, tu peux récupérer toutes les personnes qui ont mis présentes au webinaire. Et du coup, tu peux envoyer un petit message en mode oui, n'oubliez pas telle date, etc. D'ailleurs, parenthèse, du coup, je l'explique aussi, on a lancé notre propre formation du coup sur LinkedIn où justement on explique comment faire de la prospection sur LinkedIn, comment définir les personas marketing, comment développer du contenu de qualité sur LinkedIn, comment utiliser différents paramètres. Donc, bah, tu vois, là, on met sur papier, entre guillemets, avec une partie digital learning et une partie coaching, du coup, tout ce que nous, on est capable de faire et toute l'expertise qu'on a eue sur LinkedIn. Donc, du coup, Wallaxy, c'est un de mes must-have en termes d'outils. J'aime beaucoup aussi Lemlist pour les campagnes de mailing, c'est quand même bien fichu. Pour enregistrer tes visioconférences, j'utilise TLDV. C'est un note taker, donc c'est un preneur de notes avec l'intelligence artificielle. What else? Pour traduire des textes, j'aime beaucoup DeepL. Après, j'utilise, alors j'ai plus le terme, c'est Language Tool. C'est un outil qui me permet de faire mes corrections d'orthographe. Ouais. Et ça, bah, c'est bien pour éviter les mails avec des fautes. Et surtout, en termes de gain de temps, tu sais, moi, à chaque fois, j'étais là, mais comment ça s'écrit Ouais. ce truc-là? Bon, je vais sur Google, je fais copier, machin. Et ben là, ça me met en jaune. J'ai Ouais, juste qu'à faire j'utilise double-clic, aussi. ça me le modifie. Gain de temps, mais énorme. Ça m'a changé la vie. ChatGPT, pour ne pas le citer. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, Ouais. si, je peux citer aussi pour mes posts LinkedIn, j'aime beaucoup Perfect Post. Perfect Post, en fait, ça permet vraiment de segmenter, en fait, finalement, ton accroche, le nombre de hashtags que tu vas mettre, le nombre de arrobases. J'en ai plein d'autres en tête, mais il faut que ça me... C'est déjà pas mal. Ouais, bon, l'heure tourne, il nous reste 5 minutes. Petite dernière question peut-être sur l'éducation, enfin l'éducation, pas l'apprentissage. Euh, c'est quoi, est-ce que tu as un process particulier pour apprendre, que ce soit des plateformes, des livres que tu as bien aimés, que tu voudrais partager Euh, En fait, j'en ai même pas, mais moi, j'ai surtout soigner votre curiosité, quoi. En fait, c'est juste ça. Moi, j'ai une soif d'apprendre vraiment infinie, tu vois. J'ai un pote qui va me parler de la chasse. J'ai juste être curieux de la chasse. J'ai un pote qui va me parler de sa culture berbère. Ça m'a intéressé. Non, en fait, c'est juste ça. C'est une soft skills, tu vois. C'est plus une capacité humaine de curiosité. Moi, j'ai envie de dire, faut avoir ça en soi. Et après, si t'as ça, t'as le reste. J'ai envie de dire,
apprenez à démonter ce qu'on vous a appris. On a dit à la télé, non, on a dit à la télé, on s'en fout, ça n'existe pas. Critiquez ce que vous apprenez à la télé, critiquez ce que vous dites dans les livres, critiquez ce que même moi je viens de vous dire. Enfin, en vrai, même, voilà, c'est des éditeurs qui sont pas d'accord, qui veulent dire, ouais, mais peut-être qu'ils racontent des bêtises, Romain. Mais tant mieux, vous avez raison, surtout, ne croyez rien, ni personne. Faites-vous vos propres opinions, faites vos propres recherches. Ça, c'est vraiment un esprit aussi dans la crypto, dans la blockchain. On a ce qu'on appelle le DIOR, Do You Own Research. Je pense que tu connais le sujet. Et on est vraiment là-dessus, faites vos propres recherches. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Et du coup, moi, c'est vraiment ces valeurs-là que je veux donner. Et puis, j'ai envie de dire, ouais, en fait, je vois trop rien d'autre à ajouter là-dessus. Enfin, apprenez à apprendre, apprenez à trouver les moyens de faire les bonnes recherches. Si, peut-être un bon conseil aussi, et trouver les bons, j'aime pas le terme, mais influenceurs, je dirais plutôt les leaders d'opinion. Moi, j'ai un feed, tu vois, c'est-à-dire j'ai un contenu qui est super qualitatif, que ce soit sur Twitter ou LinkedIn, parce que je vais liker ou commenter les bonnes personnes. Et du coup, comme je les like et je les commente, j'envoie le signal à LinkedIn ou à Twitter, j'aime ce contenu, donc donnez-moi plus de ce contenu. Et quand je vois des personnes qui me disent, oui, mais LinkedIn, c'est corporate, c'est des Jean-Michel Cravate, j'ai dit, mais vous n'avez pas le même LinkedIn que moi, hein. Moi, j'ai un LinkedIn avec des pirates, des gros hackers qui font du scrapping, qui récupèrent de la data, qui trouvent des systèmes pour contourner d'autres choses. Mais il faut suivre les bonnes personnes. Ouais, Après, si tu suis les bonnes personnes, t'as du contenu de qualité. Après, c'est sûr que si tu suis les gros malins en mode oui, hier j'étais SDF, en une semaine j'ai réussi à faire 100 000 euros, les bullshitters de première, oui, effectivement, dans ce cas-là, Twitter, LinkedIn, ça sert à rien. Mais j'ai envie de dire, allez fouiller, allez faire les bonnes recherches, les bons mots-clés pour suivre les bonnes personnes, allez voir des bons podcasts. Moi, des personnes qui m'inspirent quand même pas mal, c'est Yomi Denzel par exemple, Oussama Hamar, même s'il est très décrié en termes d'entrepreneuriat, c'est quand même un mec qui a quand même ramené un gros mindset en France, qui a apporté beaucoup de choses. Après son parcours, bon, il y a des casseroles, mais comme beaucoup d'entrepreneurs au final, et moi je suis pas là pour le juger, mais c'est quand même quelqu'un qui m'inspire. Anthony Bourbon, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Marc Simoncini. Yann Darwin. Comment Yann Darwin. Yann Darwin aussi, d'une certaine manière. Voilà, enfin, allez vous inspirer des personnes qui ont déjà réussi et allez voir comment ils ont réussi. C'est une des meilleurs conseils que je peux vous donner. Il y a mon associé Éloi, il a dévoré mais, des centaines d'heures de contenu. Et en plus, moi, ce qui est super, c'est que je fais un gain de temps parce qu'il me donne du coup tout le résumé du contenu qu'il a appris et moi, j'ai juste finalement le meilleur du contenu. Même si moi aussi j'en ai dévoré, mais lui, c'est encore pire que moi. Il a passé des heures complètes, des journées complètes à dévorer du contenu. Et en fait, derrière, bah, c'est là aussi que tu développes tes compétences. Et si tu écoutes des gens qui ont réussi, bah, du coup, tu peux apprendre comment toi-même réussir. Donc ça, voilà. C'est un peu des conseils que je peux donner. Et puis, bah, du coup, suivez-moi. Quelque part, suivez-moi sur LinkedIn, suivez-moi sur Twitter, sur les réseaux. Après, j'ai pas prétention de dire que entre guillemets, je suis le meilleur, etc. Mais en tout cas, j'essaie d'apporter de la valeur, de vulgariser. Et comme lors de ce podcast, moi, je suis quelqu'un de cash. Je suis franc, voilà, j'ai pas de langue de bois. Et c'est aussi mon branding, ma vision des choses, mes valeurs. Et c'est aussi pour ça que certains m'aiment. Et aussi pour ça que certains ne m'aiment pas. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ouais, c'est ça. Pour revenir sur ce que tu disais, j'ai un petit tips que j'utilise pour apprendre. Moi, dès que je suis en voiture, je suis à la salle de sport, un petit podcast, Ah ouais, clairement. petit livre audio. Et c'est incroyable toute la valeur que tu peux avoir dans un podcast. Bah, quand t'es dans les bouchons ou quand à un moment donné, entre guillemets, tes oreilles sont disponibles, pourquoi pas. Moi, j'ai des potes à moi aussi qui mettent un audiobook avant de s'endormir. Bon, après, il y a différentes stratégies, différentes astuces. T'es dans le métro, bah pourquoi pas écouter un audiobook. Après, effectivement, ouais, c'est des bonnes astuces pour utiliser du temps inutile et le rendre du coup valable. Je suis d'accord avec toi. Bon voilà, il est 11h. Bah écoute, merci d'être venu, c'était vraiment un plaisir. J'ai appris pas mal de choses, je pense que tout le monde pourra apprendre aussi. Merci à toi, c'était un réel plaisir. Bon, petit mot de la fin. Sur les réseaux, on te suit sur LinkedIn, Twitter. Est-ce que tu as quelque chose à promouvoir? Bah, une petite citation d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et ça, c'est aussi ma façon d'être. En fait, comme je disais, on peut être tranchant, on plaît pas à tout le monde. Mais le pire dans la vie, et surtout dans le business, c'est de ressembler à tout le monde. Donc voilà, trouvez votre why, trouvez votre raison d'être. Ne jouez pas de rôle, ça sert à rien. Quand vous développez une communauté comme moi, j'ai réussi à en développer une sur LinkedIn, sur d'autres réseaux, en fait, les gens vous suivent pour qui vous êtes.
Et donc, du coup, si vous donnez une image différente de ce que vous êtes dans la vie, de la vraie vie, ça sent, ça pue le fake. Donc voilà, soyez vous-même. Et puis voilà, c'est déjà pour moi, un bon moment de la fin. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir.